Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Gracia Kasoki-Katawa, je suis votre mairesse d'arrondissement. Donc, nous sommes bienvenus à cette séance du conseil d'arrondissement ordinaire du 7 octobre 2024. Juste pour les personnes qui sont dans la salle, vous êtes arrivés tout à l'heure, il y avait déjà un conseil qui se déroulait, c'était le conseil d'arrondissement extraordinaire pour l'adoption du budget. Donc là, on entame la séance ordinaire du conseil. Et avant toute séance de conseil, en fait, c'est important pour nous de reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Je remercie la nation Gagné-Guéhaga, Mohawk, de son hospitalité en territoire non cédé. Aujourd'hui, sur le conseil d'arrondissement, avec moi, donc j'ai ma collègue Despina Sourias, conseillère du district de Loyola. Bonsoir, good evening everyone. Magda Popeanou, conseillère du district de Côte-des-Neiges. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. Good evening. Thanks for coming. Madame Stéphanie Valenzuela, conseillère du district de Darlington. Bonsoir, good evening. Monsieur Sonny Morose, conseiller du district de Snowden. Bonsoir. Thank you guys for being here tonight. Et avec nous, pour nous accompagner, nous avons notre directeur d'arrondissement, Monsieur Stéphane Plante, et je vais le laisser présenter son équipe. Oui, alors bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Avec moi ce soir, Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement, Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs, Monsieur Fimba Tankwano, directeur sport, loisirs, culture et développement social, Monsieur Samir Admo, directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité, et Monsieur Pierre Boutin, directeur du service des travaux publics. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cela était l'ouverture de la séance en point 10.01 de l'ordre du jour. Nous allons maintenant au point 10.02. Donc, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'adopter l'ordre du jour de la séance du 7 octobre 2024 à 19h du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Le point est adopté. C'est correct, Étienne, c'est bon, il faut le faire. En 10.03, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce tenue le 3 septembre 2024 à 19h. Le point est adopté. Nous sommes maintenant au point 10.04, qui est la période de commentaires des membres du conseil. Donc, chaque personne a 5 minutes pour intervenir. Je vais procéder comme ceci. Donc, je vais débuter, suivi de mon collègue Sonny Morose, de ma collègue Stéphanie Valenzuela, de mon collègue Peter McQueen, de ma collègue Magda Popeanou, ainsi que de ma collègue Despina Sourias. Alors, tout d'abord, je veux reconnaître aujourd'hui qu'on est le 7 octobre 2024. Il y a exactement un an, on apprenait avec horreur que des centaines de personnes avaient été enlevées et tuées par le Hamas en Israël dans une attaque terroriste qui a fait en fait des centaines de morts. Cette date marque le début d'une violente escalade de conflits à Gaza et au Proche-Orient qui n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Depuis, plusieurs voix se sont levées, incluant celle de l'ensemble des élus du Conseil municipal de Montréal, pour condamner l'attaque terroriste du Hamas, demander la libération immédiate des otages, ainsi que exiger un cessez-le-feu immédiat. Ce conflit sur la scène internationale a malheureusement causé beaucoup de douleur et de peur dans plusieurs communautés à CDN-NDG et à Montréal en général. Aujourd'hui, je veux réitérer toute l'empathie et la solidarité que j'ai pour toutes celles et ceux qui vivent avec la peur au ventre, en sachant que leurs familles, leurs amis, leurs proches se trouvent dans des zones de guerre actuellement. Personne ne devrait avoir à vivre avec cette telle peur. Alors que nous soulignons ce sinistre anniversaire, je crois que c'est important de répéter que ce conflit a fait beaucoup trop de victimes. Comme ma collègue Valérie Plante l'a fait aujourd'hui, la mairesse de Montréal, je me joins à la communauté internationale pour demander un cessez-le-feu pour qu'il n'y ait plus aucune victime. On a different scale, I'd like to revisit an event that took place in our Côte-des-Neiges area 3 years ago. In October 2021, Janae Dupwell Bailey, a student at Coronation School, was stabbed to death by 2 other students as he was leaving the class. 3 years later,
as we remember this immensely difficult time for our community, I want to send my thoughts to Jenna's family. I want you to know that although your child is no longer with us, he is always, always present in our hearts. He is present in my heart when our administration fight against the violence committed and suffered by young people, and when we work to improve access to culture or sport facilities for our young people in the borough. On a lighter note, I'd like to wish the Jewish community happy celebrations as we mark several Jewish holidays in October. In these difficult times, I hope these moments with your loved ones bring you some respite, joy, and peace of mind. I wish you all a happy Rosh Hashanah, a meaningful Yom Kippur, and a warm and healthy Sukkot. J'aimerais aussi souhaiter une bonne action de grâce à toutes les personnes qui célèbrent dans les prochains jours. Prenons le temps de démontrer gratitude et reconnaissance pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons. Je vous souhaite de bons moments de ressourcement en famille et entre amis. Avant de passer au point important du CA ce soir, j'aimerais revenir sur quelques moments forts du dernier mois. Au début du mois, on a inauguré le parc Erie Wiesel dans le quartier Westbury. C'était un très bel événement pour honorer la mémoire d'un homme qui a laissé sa marque sur le monde en étant à la fois un auteur de renom et un ardent défenseur des droits humains. Je veux aussi souligner qu'il y a 2 semaines, nous avons célébré le 90e anniversaire de l'hôpital général juif. C'est un jalon important que j'ai eu l'honneur de célébrer en compagnie d'anciens et d'anciennes collègues. Pour les personnes qui le savent, je suis une infirmière qui a débuté ma carrière à l'hôpital juif. Donc, c'était vraiment plaisant de revoir des collègues médecins, infirmières, bénévoles et toutes les personnes qui œuvrent à prendre soin des gens de notre quartier depuis 90 ans. Il y a aussi un peu plus d'une semaine, on a participé à la fête du Triangle avec ma collègue Magda Popéanou. Chaque année, c'est un moment de partage qui est vraiment intéressant, qu'on a mis en place il y a 2 ans, en fait, suite à une conversation que j'ai eue avec des citoyens puis des familles dans le quartier qui trouvaient que ça manquait de vie, en fait, leur quartier. Donc, on a mis en place la fête du Triangle et c'est un succès à chaque année. Donc, on va continuer à investir pour cela. Je vais aussi souligner que j'ai eu le privilège de recevoir la Dr Myrna Lashley à l'Hôtel de Ville il y a quelques semaines en compagnie de ma collègue Erika Alneus. La Dr Lashley, c'est une pionnière dans la recherche de la santé mentale des personnes noires et autochtones au Canada, qui est aussi très impliquée dans la communauté de CDN-NDG. Elle est maintenant sacré Ordre du Canada. Puis ses recherches et son engagement pour la justice sociale lui ont valu cette reconnaissance. Puis en la recevant à l'Hôtel de Ville, on voulait souligner sa contribution exceptionnelle à la lutte contre le profilage racial, le racisme et les discriminations systémiques, à l'avancement de notre société dans son ensemble. Je pourrais répondre à vos questions puis ajouter des éléments par rapport au conseil d'aujourd'hui, mais je vais laisser mes collègues continuer et puis vous entretenir avec leurs mots d'introduction. Donc, on va aller à mon collègue Sonny Morose. Merci, bonsoir. Merci d'être présent pour le Conseil d'octobre, le 7 octobre. Aujourd'hui, c'est une date, malheureusement, qui a un grand impact dans la communauté juive. This time last year, there was a terrorist attack that killed over 1,200 people and kidnapped over 250 people, and over 101 of them are still held captive for over a year. A lot of children, a lot of elderly people, a Holocaust survivor. These wounds are never going to be healed, and that is the issue with the protracted conflict in the Middle East that continues after 75 years of not relenting. I want to lend my support again to the motion that was adopted unanimously at City Hall, one that I pushed for in December to make sure that we do make a statement as City Council, as the City of Montreal, the place that received the most amount of Holocaust survivors in the world after World War II. This place means something to the Jewish community, and I appreciate the services and the effort that have been put in this year to do everything they can to stem the rise of anti-Semitism, but not enough is being done. Our most vulnerable communities in Montreal have seen a rise of hate crimes and hate incidences, not just the Jewish community. We need to understand, and we have facts that back it up, that when there is a rise of anti-Semitism, there is a rise of hate of all kind. You have to understand that any minority that is targeted in Canada is only the beginning of the hate. And we must take steps this year in 5785, the year that the Jewish community is celebrating this week, that we have to do better as a society here in Montreal to have the difficult dialogues that we haven't had this year,
in order to improve things for our most vulnerable period. Thank you so much for being here tonight. There are a lot of people who would have been here tonight as well had it not fallen on this occasion. Il y a aussi l'Action de grâce qui s'en vient la semaine prochaine. Il y a aussi l'Halloween qui s'en vient, bien sûr. Et Diwali tombe en novembre aussi. Chag Sameach pour tous ceux et celles qui vont être au Yom Kippour vendredi. Donc, j'ai fait quelques commentaires sur le budget. Je vais faire quelques-uns d'autres, notamment le patrouille animalier, mais aussi le 20 000 logements hors marché qui sont dans vos documents. It's often very hard to get detailed information on the budget as an opposition councillor. We get the same information you get, but last week when we ask questions for follow-ups, we don't get those files given to us. It's very difficult to make an informed decision on this point, but I appreciate the mayor saying that it's my problem for not understanding it, something she brings up regularly as a counter-response to a valid question. Please watch our councils, see that I'm not making this up. It's been 3 years of this already, 1 more year left. They also spoke about territorial equity. There's a lack of investments in the districts of the opposition over the last 3 years. They're overspending in the areas that the administration wins, and I find that to be electoralist. I really hope that people take this more seriously. I hope that they look into the files, and I hope to present you something clear that shows that there is a disproportional investment in areas in the city. I was very concerned also this week as the representative for Snowdon. There's many metro stations in Snowdon. We're blessed to have them. They're fantastic poles of mobility. Unfortunately, they're rated C in the most recent evaluation of the quality of our metros. And we saw that 3 stations that were rated B this year were closed immediately this week, indefinitely. The east part of the Blue Line, we have Snowdon Metro, we have Côte-Neige Metro, we even have the Edouard-Montpetit and Vincent d'Indy. So I'm hoping that those won't close soon, and I'm hoping to hear that there are measures put in place to reassure residents that they won't have to find alternative measures. The 51 is great, but it's not that great. I'm sorry, I can't see how much time left, but it looks like it's 2 digits. I really hope that you guys participate a little bit more this year. I see a very good crowd of people here today. It's encouraging, but it can't just be Mr. Montagano that comes to all the meetings to ask the good questions that the administration counters with attacks. It also needs to be everyone else who asks their questions to show that no matter who and how we ask questions, you're going to get an answer that is spun to you, and that's what we saw here tonight. I'm hoping that you have questions that you will follow up on, regardless of the answers provided tonight. Ask them in writing, copy the opposition. We're happy to follow up for you. That's what we're good for. We're trying to add value here in CDN-NDG, and that's it for me. Thank you so much for being here tonight. Merci, Madame Stéphanie Valenzuela. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, merci à vous tous et toutes, comme d'habitude, pour votre participation active à notre démocratie municipale. Tel qui a été mentionné par mes collègues, cette journée est une journée que nous tous et toutes collectivement, il faut qu'on pense réellement à l'impact que le 7 octobre 2023 a eu, non seulement à travers le monde, mais spécifiquement ici dans notre ville et partout à travers le Canada. I really want to take a moment to acknowledge and recognize the significance of today's date, October 7th. On this day, we remember the innocent lives lost on October 7th and every single life that was lost ever since that day. It's a moment for us to honor their memories by striving for peace and solidarity in the world and here in our city. We're fortunate, Thanksgiving is coming, and one of the things that we should be fortunate for is that we live in a country, in a city, in a province that allows for freedom of expression, that prones and pushes for us to live in security and respect. And with everything that has been happening in the Middle East and throughout the world right now, there is no longer room for dialogue. There is no longer room to listen to each other's perspectives. It's not black or white. It's not gray anymore. There is just so much anger and so much search for justice, but in all of that, it has stopped us
from listening to our neighbors and listening to the people that are also suffering in their own way. So hopefully with this now, we can learn to communicate with one another in a way that can bring us some peace. Tantôt, on a eu la présentation du budget et simplement un petit rappel pour tous et toutes que dans les dernières années, il y a eu des augmentations significatives au niveau des taxes municipales. Un petit rappel qu'en 2023, l'augmentation a été de 4,1 % et en 2024, c'était de 4,9 %. Et dernièrement, avec les évaluations des valeurs des maisons en 2022, l'augmentation estimée était de 35,6 % au niveau des maisons. Donc, il y a énormément d'augmentations qui ont eu lieu dans les dernières années, puis les résidents et résidentes, ainsi que les locataires, sont vraiment ceux qui ressentent ces augmentations-là. Puis malheureusement, avec la situation économique que nous avons eue dernièrement, surtout après la pandémie, ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment soutenir ce genre d'augmentation. I'd like to speak upon the inspections in the borough with regards to certain conditions. In my district specifically, there have been a few inspections. We did some access to information with regards to the blitz that were announced by the administration a few months ago. I have seen that, yes, the administration has been able to get to the 500 with the inspection of 5 or 6 buildings, which is great. However, there's so many other buildings in all the districts that need enormous amount of attention. On parle souvent ici de cette administration que, avant tout, c'est important de préserver le toit que nous avons en ce moment sur notre tête. Mais le cas en ce moment, avec plusieurs bâtiments, avec plusieurs résidents, c'est que ils sont à risque de perdre leur toit à cause des conditions qu'ils ont en ce moment dans leur appartement, que ce soit au niveau des vermines, que ce soit au niveau de l'insalubrité, la moisissure. C'est des enjeux qui réellement impactent les résidents, leur santé et leur futur au niveau de leur stabilité résidentielle. Donc, c'est extrêmement important que, oui, on travaille sur les inspections. On a besoin de plus de ressources sur les terrains et je comprends qu'on est déjà limité à cause de nos budgets, mais c'est extrêmement important qu'on arrive à préserver le toit des résidents qui ont besoin de préserver ces toits-là, surtout avec la crise du logement ainsi que les augmentations des loyers dernièrement. J'aimerais prendre un moment pour aussi sensibiliser les gens au niveau du mois d'octobre. C'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et c'est aussi le mois de l'histoire des femmes au Canada. And this Saturday on October 12th, there is going to be a walk for Natalie, who is a wonderful person, an angel that left us too soon. She was a cancer survivor, metastatic breast cancer that went to her lungs and then to her brain, and her family is organizing a legacy walk this Saturday on October 12th. Please check out her website and join us. If you can donate as well, it would be great. So, merci beaucoup et bon conseil. Merci. Monsieur Peter McQueen. Thank you. My work in the last month for the borough has been on 3 different subjects. And the first, of course, our administration always very concerned about the health of our commercial arteries. So Sherbrooke Street is a very important artery in our borough. And all along, we are watching with attention as things progress. So there was a consultation for the Trinity Memorial Church earlier this week, where a group hopes to create a performance space. This is an experienced group that's already done the same thing on a church down in Richmond Street, down in Little Burgundy. So hopefully that can move forward. Secondly, of course, at the NDG Park level, we, as the mayoress mentioned in her opening remarks about the budget, Rendez-vous Notre-Dame-de-Grâce, un énorme succès pour le parc Notre-Dame-de-Grâce qui revitalise la rue Sherbrooke. Et on regarde l'Empress dans les mois et l'année à venir pour quelque chose là. Troisièmement, le petit parc triangulaire Royal et Sherbrooke, un autre succès
qui revitalise tous les restaurants et cafés à ce niveau. Alors, there's a good nightlife scene going on there on Sherbrooke Street. And finally, at the edge of my district at Grand, we're looking forward to the reopening of the old Akavan supermarket. It's being replaced by an Asian supermarket, hopefully opening this fall. So we keep an eye on Sherbrooke Street. It's an extremely important artery in our borough. The second thing I'm watching closely is repaving, both the bicycle paths and for cars. So the bicycle path repaving of the Maisonneuve path has started at the west end. It started in the Loyola district. It has now entered my district. They're moving steadily, efficiently. All cyclists in NDG, I'm sure, are very happy to see that path repaved. I noticed that Westmount has repaved all the holes in its paths over the past few days, so happy about that too. And finally, extremely importantly, et je prépare la question pour nos services à la période des questions immédiatement après la période des questions du public. Le repavage de l'intersection d'Écarie, de Maisonneuve, Upper Lachine et de tout le viaduc Upper Lachine est supposé débuter cette semaine. Il reste beaucoup de la semaine, peut-être durant le week-end. Ça serait de l'Action de grâce qui s'en vient. Ça serait fantastique aussi parce que c'est quand même un coin très important. So hopefully the repaving of Décarie, the Maisonneuve, Upper Lachine, extremely important intersection, and is going to happening in the next 7 to 10 days. Finalement, la dernière chose que j'ai vue, que nos travaux publics ont commencé, bien sûr, la cueillette des feuilles. Alors, j'ai vu que les bassins pour entreposer les feuilles sur quelques petites rues de l'arrondissement sont prêts. Alors, les feuilles vont tomber durant le prochain mois et nous allons, pour garder nos égouts et nos rues propres, les ramasser tout ensemble et les sortir de notre arrondissement. On the personal side, as several people here mentioned, there are some sad moments, some funerals. So in the last 2 weeks, I was at the funeral of Albert Sevigny, who was a reporter for The Suburban in our borough for well over a decade. Albert, we did not necessarily agree about everything, but I certainly respect that Albert had a care and a concern for all the details in our community. So it was a moving ceremony. All his children were there, and we finished it up with an Irish wake at Honey Martin Pub. Secondly, I already announced it, but Clarence Bain, of course, passed away a bit over a month ago, but I just wanted to mention it again for those of you who are interested, because there will be a viewing for him on Saturday, October 26th from 10 to 2 at McGillivray, Clark, Marcel, and Sherbrooke in NDG, for those of you who want to come. And I believe the funeral is actually on the Monday. I will not be able to go because of we have our, I think, our city council or something on that day. Now, for the happier stuff, I did want to wish our Jewish community a belated Shana Tova, a peaceful and easy fast for Yom Kippur, and, of course, a warm and happy Sukkot. Joyeux Action de grâce pour toute notre communauté de Notre-Dame-de-Grâce. Wanted to mention a couple of events for Thanksgiving at NDG. First of all, I see Bob Boutillier here. Thanks for coming, Bob. The Legion Hall will be having a Thanksgiving on Friday the 11th, so it's a little off schedule from perhaps some other festivities we go to with our families. So if you're free Friday in the early evening, anytime 5 to 8 p.m., you can come on down to Addington de Maisonneuve. If you need more details, you can ask Bob. And also, there's going to be one at the residence on 5151 Monkland. I see a couple of people here from the Community Council. Thank you very much for helping last time. Monsieur Hope to see you there. votre temps est écoulé. Parfait. Well, the last thing for the heathens in the hall, happy Halloween. NDG Park, une grande partie de citrouilles planifiée à rendez-vous NDG et Dia de los Muertos. Magda Papianou, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse, et merci beaucoup d'être avec nous pour ce conseil d'arrondissement automnal. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ah, ça va mieux maintenant. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir pour ce conseil d'arrondissement automnal. Et d'emblée, je tenais à rejoindre ma voix à celle de mes collègues pour déplorer et pleurer la mort de milliers de personnes innocentes qui meurent à chaque seconde dans des guerres épouvantables qui se passent à ces moments même. Moi, je commencerai pour souligner le 1er octobre, Journée internationale des aînés
Et cette année, j'ai eu le grand plaisir de participer à la 4e grande marche Agissons ensemble pour le bien-être des aînés. Cette marche est un symbole fort pour démontrer la reconnaissance envers les personnes aînées, le rôle crucial qu'elles et ils ont joué ou ils continuent de jouer dans le développement de nos sociétés. Vous savez, c'est un groupe, tôt ou tard, tout le monde va devenir une personne aînée, ça c'est magnifique. Donc, cette personne mérite totalement qu'on leur accorde une reconnaissance dans nos villes et qu'on les traite avec beaucoup de respect. Et c'est pour cette raison que notre administration a investi beaucoup de temps et d'énergie et de ressources, surtout pour faire de notre métropole une ville réellement inclusive pour les personnes aînées. Donc, en collaboration avec nos partenaires qui œuvrent auprès des personnes aînées, on essaie de transformer la ville pour profiter d'un milieu de vie sain, des services essentiels abordables, donc d'une ville sécuritaire, vieillir avec beaucoup de dignité, sans discrimination et continuer de s'épanouir dans cette ville magnifique qui est Montréal. Donc, faire court, plus de blanc, plus de bancs, un meilleur éclairage, plus de verdure, des aires de repos, un mobilier urbain adapté, réaménagement des feux piétons, rallongement du temps de traversée, ben voilà ce qu'on peut faire pour les personnes aînées, sans parler de la gratuité sur les transports collectifs qui est très appréciée. Donc, merci à toutes les personnes aînées. Merci pour votre résilience et votre sagesse, votre bonne humeur et votre confiance dans un monde meilleur. Donc, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est célébrée chaque jour le 17 octobre est une occasion importante pour sensibiliser le public aux problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale, surtout de ce temps-ci où il y en a des guerres, beaucoup de misère, donc il faut mettre des actions concrètes pour lutter contre la pauvreté au monde. Plus localement, nous avons célébré l'agriculture urbaine et la richesse de notre quartier lors de la fête des récoltes qui a été organisée par Multicaf et le réseau INARI au potager Bonnet Blue, donc une journée festive. On bénéficie de la richesse de la terre, on partage aux autres. Vous savez, là, c'est une administration où, pas comme mes collègues, c'est tout le temps Halloween, ouh, scary, tout va mal. Non, chez nous, ça va bien, on réalise des choses, on met beaucoup de cœur pour réaliser cette ville magnifique qu'on essaie de vous offrir. Donc, ce type d'initiatives, en réalité, sont très précieuses pour l'avenir de notre quartier parce qu'elles incarnent les valeurs de solidarité, de durabilité et d'engagement citoyen que nous défendons corps et âme en Côte-des-Neiges. Un autre événement intéressant qui me met du chaud au cœur, c'est la 3e fois la piétonisation de la rue Lacombe, CDN en fête. On a dansé, on a bien mangé, on a fait de l'art, des jeux, des kiosques. Merci à la SDC et à tous ceux qui participent avec beaucoup d'enthousiasme à cette fête. Donc, une collaboration aussi unique qui se passe pour la 100e anniversaire entre l'hôpital Sainte-Mary et la SDC de Côte-des-Neiges. Sainte-Mary, pierre angulaire des soins de santé dans notre communauté, ben voilà, célèbre un siècle de service à la population par l'entremise d'une exposition captivante de 9 panneaux qui est située tout au long des trottoirs les plus fréquentés du quartier. Je vous invite à le voir, c'est magnifique, nos quartiers sont extraordinaires et on les célèbre ensemble. Bon, ben, ce soir, on va voter d'ailleurs la prolongation de la désignation de la rue piétonne pour la placette de Côte-des-Neiges où les gens ont beaucoup de plaisir. Et aussi, on va adopter finalement donc les zones protégées des parcs, dont le parc Mackenzie King. Merci au service. Vous avez écouté la population. Je les ai entendus lors de la consultation publique. J'espère que la communauté philippine, elle est contente. On vous a entendu. Merci beaucoup. Donc, c'est terminé. Merci. Toute célébration. OK, d'accord. Merci, Madame Despina Sourias. Merci, Madame la mairesse et Madame ma collègue. I would like also to open up by sending my thoughts, obviously, to the families that are affected by the conflict that started in the Middle East last year and all the other conflicts that are happening around the world. It's always a very humbling moment when we think about it and speak about it.
J'aimerais aussi noter que le mois d'octobre, c'est le mois de l'héritage latino-américain ici à Montréal et au Canada. Et on sait très bien que Montréal est fort d'une grande communauté latino-américaine, 80 000 membres quand même, c'est pas rien, c'est quand même impressionnant. Et donc ce mois-ci est dédié à mettre en valeur la culture, toutes les entreprises, toute la vitalité de ces communautés ici à Montréal. Et j'aimerais prendre pour moi, la communauté latino-américaine est très importante dans mon parcours de vie. C'est la communauté qui m'a ouvert à d'autres communautés aussi en tant que fille de jeunes immigrants grecs. J'ai pu rencontrer plusieurs, dont mon médecin d'ailleurs, qui est un Argentin, qui provenait des pays de l'Argentine. Et donc, ça m'a ouvert mes horizons, je dirais, un monde plus grand que mon petit monde. J'ai appris l'espagnol par ailleurs à travers l'amour que j'avais pour la culture latino-américaine. Donc, c'est un mois important. J'aimerais aussi noter plusieurs leaders dans la communauté de NDG, dont les organisateurs de PAL, Pilar et Raphaël, qui nous ont amené Dia de Muertos, que mon cher collègue Peter a mentionné. À NDG, on a aussi Luis Miguel Cristancho, qui est le directeur de Bienvenue à NDG, le seul et le premier organisme qui soutient les immigrants à NDG. Donc, vraiment, merci à vous, puis merci à toutes les personnes membres de la communauté d'embellir notre ville. Pour un autre point, en fait, j'irais dans les nouvelles dans mon district. There's several new things that are happening in Loyola, in my district. One thing being the vertical garden that we have initiated, and it's the first in Montreal. We're going to have it around Loyola Park, so something to look forward to. I'm very proud of that. It's a city center that is financing it, with also some support, obviously, from the borough to be able to manage it in the future. So I'm looking forward to seeing that beautiful specimen in display. Also, the Park Coffee's chalet has been completed. That is in the West Haven sector, and we're very happy to also be investing because, like my colleague mentioned, that we're talking about territorial equity. West Haven is one of the sectors that we needed to invest in, and we invested massively to have a new chalet there. Amongst other areas around the borough, like MLK Park, where we're going to be putting a volleyball field, like the massive amounts of curb extensions that we added in Darlington and Snowden. These are areas that did not get any love in the past, and we're happy to see them getting some love now. Une autre chose importante, on aura quand même un petit, puis la mairesse l'a mentionné durant la session du budget, notre prochaine session du conseil d'arrondissement sera dans mon district, encore une fois, à West Haven, au centre West Haven. Donc, je suis très contente de pouvoir vous voir peut-être chez nous à Loyola. Et je suis très contente aussi de pouvoir voir des citoyens de la partie ouest de Loyola présentes. C'est pour ça qu'on fait nos conseils itinérants, pour pouvoir rejoindre plus de membres de nos communautés qui ne sont peut-être pas aussi présents dans nos conseils d'arrondissement. Un autre point de l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est un point qui a amené beaucoup de discussions entre moi et certains citoyens. Le parc Herbert Outer Bridge, je vois une citoyenne qui en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est un parc qui n'a pas eu beaucoup d'investissement dans le passé, donc on va quand même investir 508 $1,000 pour mettre à niveau les sentiers, pour ajouter une fontaine à eau, donc plusieurs aménagements pour embellir le parc aussi, puis assurer la cohabitation, parce qu'il y avait des enjeux de cohabitation dans le parc. Donc, je remercie les équipes d'avoir travaillé fort sur ce projet-là, qui n'est pas énorme, mais qui va avoir l'impact, je pense, désiré des citoyens. D'ailleurs, ils ont bien écouté quand même les citoyens qui nous ont interpellés à plusieurs reprises. Donc, sur ça, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais de nous dire une bonne soirée puis un bon conseil d'arrondissement. Thank you. Merci beaucoup. Donc, cela conclut la période de questions et commentaires des membres du conseil. Donc, nous allons à la période de questions du public. Il y a plusieurs nouvelles personnes que je vois aujourd'hui. Donc, on va, comme à l'habitude, prendre le temps de vous expliquer les règles de la période de questions. Donc, on va débuter par la période de questions orales et il y aura ensuite une période de questions écrites des citoyens qui nous ont envoyé les questions avant midi aujourd'hui. Donc, on va avoir les règles en français d'abord et puis ensuite en anglais. Oui, la période de questions du public est de 90 minutes, qui est répartie comme suit. 50 minutes pour les questions orales, 40 minutes pour les questions écrites. Nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort. 13 personnes se sont inscrites pour poser leurs questions en personne
et 10 personnes nous ont soumis des questions par écrit. Un maximum de 3 questions peuvent être soumises sur un même sujet. Les personnes présentes qui n'auront pas pu poser leurs questions pourront le faire après la période de questions écrites, si le temps le permet. Les personnes qui posent une 4e question sur un même sujet seront entendues à la toute fin de cette période, si le temps le permet. Nous invitons les citoyens présents à regarder le chronomètre et à respecter un maximum de 2 minutes pour poser une première question et 1 minute pour poser une 2e question, telle que le prévoit la réglementation. Je demanderai aux personnes qui sont au micro de conclure lorsqu'il restera 15 secondes au chronomètre et pour chacune de leurs questions. La mairesse doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du conseil, soit entre un membre du conseil et une personne présente. Elle peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas cette règle ou dont l'intervention ne respecte pas les délais prescrits. Finalement, petit rappel à tout le monde dans la salle, veuillez fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires ou le mettre en mode vibration. Merci. So the public question period is 90 minutes long, divided into 15 minutes for oral questions and 40 minutes for written questions. We have given the list of questions to the elected officials and directors following the order determined by a random draw. 13 people registered to ask questions in person and 10 people submitted questions in writing. A maximum of 3 questions is allowed on a given subject. People attending the meeting and who were unable to ask their questions may do so at the end of the period for written questions if time allows. 4 questions on the same subject may be asked at the very end of question period if time allows. We ask that residents keep an eye on the timer and limit their first question to 2 minutes and their second question to 1 minute as stipulated in the bylaw. At 15 seconds before the time runs out, the Borough Secretary will ask individuals at the microphone to complete their question. The Mayor must ensure that the public question and information period does not lead to a debate between council members or a council member and a person attending the meeting. She may limit or withdraw the right to speak of any person who does not respect this rule or who exceeds the time limits. Individuals attending the meeting with children or those using paratransit services and who must leave before the end of question period have priority over the order determined by the random draw. As a reminder to everyone in this room, please turn off your cell phones or put them on vibrate mode. D'accord, donc merci beaucoup. Nous avons reçu 13 questions aujourd'hui. Je vais lire les noms des 5 premières personnes. Donc, ça sera Hartley Barber, Cynthia Nichols, Françoise Caron, Manon Dancause et Thérèse Perrault. Donc, la première personne est Hartley Barber. Est-ce que, allez, try it, maybe? Hello. Voilà. La la la. As I'm a resident of your borough, I need to ask this question. I've been a resident of West End NDG for over 45 years, and I have the privilege of owning a pet, so I get to walk around and see a lot of things. So I'm like neighborhood watch. I would like to note that our borough, unfortunately, is becoming a little bit dirty. Not a little bit, quite a bit dirty, unkempt. It seems that there's a basic lack of maintenance and cleanliness. It's been getting progressively worse over the last several years. Okay. And I think that, quite frankly, your party can get a pass during COVID, but that was a long time ago. Among the major issues in my area, and several of our neighbors speak about it often, is we've got these now major dumping areas on corners of streets. They're on several streets, West End NDG. They're containing, but they're certainly not limited to grass clippings, leaves, large and small diameter branches, garden debris. They're bagged and not. Problem with that is it leads to more garbage. This also leads to garbage bags, which God knows what's in those, other garden debris, construction debris, wood, etc. And I can actually tell you that a contractor was caught by a neighbor of mine at the top of our street on Mariette dumping construction debris in a plastic bag on the street saying, well, if it's here. So garbage leads to garbage. We also had a small piece of a boat on the corner of our street last year and broken up in pieces. Some of our major areas, if you're interested in knowing where they are,
Fielding and Belmore, right adjacent to the park, it's massive. Mariette and Terrebonne, massive dumping area, consistently garbage there. And Mayfair and Summerlin. Those are three. There's many others. En conclusion, Oui, merci. I would like to know what measures you're taking to eliminate this and to clean this up. There are bylaws in place. No one seems to do anything about it. Thank you very much. I'm going to let my colleague, Mrs. Surias, answer, and maybe the services could complete. Well, first, I want to thank you for coming to ask the question. Could you hear me? Sure. Is it? Yeah, okay. Yeah, thank you for coming to ask the question in person. I did note what you're speaking of, the dumping on the side streets around Summerlin, especially. I had seen Summerlin, Mayfair, I had seen it on the corner. I had noted it to the services to go pick it up. It's not something that we should be seeing. They're not supposed to be putting it there. It's illegal dumping. That's called, we call sauvage, whatever, whatever. Yes. Wild dumping, dépôt sauvage. It's not supposed to be done like that. So that's something first, you need to be calling 311 as a first thing. Always call 311. Make sure you have the reference number. You could always contact me. Of course, then there's another, I think the other element of what you're talking about is if there's people going around and seeing it and they're a part of our services, what are they doing? So that I think I cannot answer the question right now. I'm going to let our services maybe follow up with that because I do agree with you. It is unacceptable to be allowing or seeing those dumping grounds without them being taken care of in a swift manner. Thank you. Monsieur Plante, est-ce que vous voulez ajouter en termes des opérations que vous avez faites dans ce secteur-là depuis qu'on a remarqué ce genre de dépôt sauvage? Oui, effectivement, on les a remarqués et je peux vous dire qu'on essaie de porter une attention particulière aux entrepreneurs. Et on a donné des contraventions à des entrepreneurs qu'on a pris sur le fait. Alors, effectivement, lorsque des citoyens donnent des contrats pour entretenir leur terrain et qu'ils savent très bien que le contracteur va charger moins cher parce qu'il va aller se débarrasser des résidus verts sur le coin de la rue, bien, c'est ce que ça fait. Et ce qui arrive par la suite, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Et oui, on essaie d'aller les ramasser, mais je dois vous avouer que particulièrement ce temps-ci de l'année, les gens, et c'est normal, les gens, c'est très actif, nettoient leur terrain, etc. Mais on demande la collaboration des gens pour s'assurer que si c'est un entrepreneur qui fait l'entretien du terrain, que les résidus verts sont envoyés aux endroits appropriés. Ça, c'est un élément majeur. On coupe également beaucoup de branches d'arbres, beaucoup d'arbres, des contrats qui sont donnés par Hydro-Québec également. Alors, on est conscient de la problématique. Et ça fait ces contrats-là que oui, il y a encore plus de branches d'arbres qui se ramassent sur les coins de rue. On est conscient de la problématique. On essaie d'y mettre les efforts. Puis oui, le 3-1 reste la meilleure manière pour qu'on puisse intervenir. Si je peux dire sans Oui, être, si allez-y. je peux dire vite et net, on a fait souvent des appels 311. It happens all the time. J'ai des numéros de dossier, tous mes voisins. C'est pas juste des entrepreneurs, c'est des bons dossiers. Ça se dump. Second question, please, Vit. It's occurred to me now that we're having our 3-month anniversary of the water main break at the Carrie and the Maisonneuve. It happened in July 12th. We're a major city in North America, and we've got gravel repairing our road. How come it's taking 3 months to repair that road? Doesn't make sense. Ça n'a pas de bon sens. Who is the question addressed to? Mr. McQueen, it's his borough. Sorry, Peter, excuse me. As Doesn't make I sense. already It can't be mentioned, satisfactory. I agree with you. I mean, I'm watching the dossier closely. As I already mentioned during my opening remarks, I'm watching the dossier closely. It's a case where the city said it was going to be done a couple of, and they're putting the pressure. They said it was going to be done a couple of weeks ago. Then we received another email saying it was this week. So we're hoping it will be done within the next 10 days. Thank you very much. 3 months, unacceptable, guys. Donc, la prochaine personne est Cynthia Nichols. Hi there. So, to follow up on the last question, it's about the garbage and the debris. And I'm just wondering, isn't it possible to have some sort of sensitization program, perhaps at the community level, where people are actually speaking to each other and bringing it back to like that village atmosphere that was once part of NDG, where we actually cared for each other? Well, isn't that a possibility? That's something that I've been working on in West Haven. It took me 3 months with the help of a few
a small little group, 4 members and myself, 5 people. We cleaned up West Haven, and we're working on it still. And that's why I'm here tonight. It's been months, and I'm just wondering, am I going to be reimbursed at any time for some of the money that came out of not only my pocket, but out of my family's pocket? Is that going to happen anytime soon? We submitted a paper already with a list of some of the accounting. So I'm just wondering, that would be nice. Okay, so thank you very much, Mrs. Nichols, for your question. So I thank you also for the work that you and your neighbors have been doing. With my colleague Despina Surias, we talk a lot about the cleanliness aspect of West Haven and other sectors in the borough. I shared it a little bit earlier that we are working really intensively on, strategies to make some areas more clean. And some of the strategies implies to go directly see the citizens, go directly see the landlords, for example, and giving fine to the owners that don't organize, their buildings in a way that keep the street clean. And I understand that maybe there's already a group that is mobilized with you and other people. So my colleague Despina Surias could reach out to you to see how we could work with the borough services to make the area more clean. In terms of what the money that you spent, it's not something, the way we spend money in the borough is that either we decide and we vote on the expenses here at the borough council, or either there's a specific process for the different expenses. So it's not, if a citizen spends money to buy acheter un balai to clean the street, it's not something that you could come afterwards to ask for reimbursement. But what we could do is, if we are able to organize a group, maybe with the West Haven Community Center, maybe we could see what type of resources the citizens could use if they want to contribute to a cleanliness initiative, for example. Well, I'm not speaking about buying a broom. I'm speaking about spending hundreds of dollars on plants to refurbish. We did have an agreement. I did state what it was going to cost, and we submitted the accounting for that. So you had an agreement with whom? With the council member for the area. So I guess that would be with Despina. Miss Nichols was working on a project with the Eva Martin Center. The Eva Martin Center had submitted the project, and they're asking through the discretionary fund. So it's really with the Eva Martin Center, but they're working together on the garden project. That's It's been 3 months. Thank you. Of cleaning, of just cleaning. Okay. Another 2 months of planting, and every single day I've been there twice a day to pick up garbage in the morning, at night, to the point where the community has finally understood. The community is actually caring for the space, and it's just normal gardening now. Thank you. I understand better. I didn't have the element of context of in which names that you spend the money, so we could follow up. I know my team members are here. Clément's in the back. Over there, so we could maybe make sure that he takes a contact, but Ms. Surias is aware, so we could follow up on the reimbursement. Contact with Sherry, don't worry about it. Oh, hi. Okay. Thank you. Thank you very much for coming tonight. Okay, thank you. Françoise Caron. Bonsoir. Ah ouais, Est-ce qu'on peut aider, s'il vous plaît, la technique pour le micro? Comme ça aussi, là. Squatter. 20 years. Bonsoir. Je pose une question concernant le centre Trenholm, qui est dans le parc du même nom. Donc, il s'agit d'un immeuble du patrimoine moderne de l'arrondissement qui a vraiment besoin d'attention. Et il y a 3 ans, il y a eu l'annonce par les 3 paliers de gouvernement d'un montant de 9 millions. Excusez-moi. Est-ce que je peux demander à la technique d'augmenter le son du micro, s'il vous plaît? Excusez-moi de vous couper. Là, allez-y, continuez pendant ce temps-là. Alors, c'est au sujet du centre Trenholm qui a besoin d'un peu d'amour.
il y a 3 ans, il y avait eu l'annonce d'un budget de 9 millions qui était accordé par les 3 paliers de gouvernement pour la rénovation du centre Trenholm. Et il y a par la suite eu un contrat qui a été accordé à Fleck de la Riva pour préparer des plans et devis. Selon les termes du contrat qui avait été accordé, les plans et devis devaient être terminés au printemps et le contrat de construction de 2024 et le contrat de construction devait être accordé à la fin de l'été. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a condamné au mois de mai les toilettes publiques qui sont dans le centre et on a fermé la rampe d'accès qui est à l'arrière du bâtiment, mais rien d'autre s'est passé. Donc, ma question, soit à Mme Surias ou à M. Plante, quel est l'état d'avancement du projet de rénovation du centre? Et lorsque les travaux vont se faire, est-ce que ça va impacter l'aire de jeu pour adultes qui est juste à côté? Merci beaucoup, Mme Souria. C'est ce que Je pourrais commencer. Merci, Mme Caron, d'être venue. C'est une autre citoyenne très engagée, d'ailleurs. Je vous remercie d'être si engagée avec le parc aussi. Je sais que vous faites beaucoup de travaux. Donc, pour le chalet même, on est présentement, les services sont en train de préparer les plans et devis, puis on va aller en appel d'offres l'année prochaine. Donc, il y aura des travaux qui vont se faire, incluant l'agrandissement du chalet l'année prochaine. Donc, il y a ça. Pour votre question plus spécifique, l'impact sur les jeux à côté d'adultes, je vais laisser peut-être les services parce que j'ai pas cette... mais je sais que vous attendez depuis longtemps avoir des nouvelles du chalet, mais je vais laisser les services peut-être compléter la réponse quant à comment ça va impacter l'espace à droite du parc du chalet. Monsieur Plante? Oui, effectivement, on est en train de travailler, puis fort probablement que les travaux devraient débuter au printemps prochain. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une zone tampon entre l'espace que vous connaissez bien là, et le centre. Donc, il y a cette préoccupation-là de s'assurer qu'il n'y a pas d'empiètement et que la partie dont vous parlez va rester dans son intégrité. Donc, il y a cette préoccupation-là. Et puis, j'en discutais justement avec Mme Gaudreau pendant que Mme Soyers parlait. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il y aura sûrement des désagréments pendant la construction, mais il y a une préoccupation de s'assurer qu'il n'y aura pas d'empiètement. Donc, vous allez aller de l'avant avec les plans qui ont été préparés par Affleck de la Riva? Je vous dirais qu'on est encore en train de mijoter tout ça. Alors, il y a différents ajustements qui se font, surtout pour l'occupation intérieure du bâtiment. Donc, les discussions sont plus là-dessus, je vous dirais, que sur son aspect extérieur, voire sur son implantation. Donc, c'est pour ça je vous dirais qu'on veut vraiment s'assurer, parce que c'est un bâtiment qui est quand même particulier, hein, donc on veut vraiment s'assurer qu'on va être en mesure d'offrir le maximum d'espace aux organismes là, qui seront là dans quelques années. Ma question vient aussi du fait que... Excusez-moi, c'est parce que vous avez déjà posé 2 questions. Okay. Je veux juste savoir si l'intervention... C'est parce que je m'occupe des jeux qui sont dans l'aire de jeu et je ne sais pas si ça vaut la peine de les ramener dans mon sous-sol pour l'hiver ou si je trouve un autre preneur dans le cas où le projet déborderait à l'intérieur de cette aire de jeu. Je comprends. Je vais aussi demander à un membre de mon équipe de venir vous voir pour qu'on puisse vous donner ces informations-là spécifiquement. Ce que je comprends, c'est que ça ne sera pas commencé cet hiver, mais on va prendre vos contacts pour au moins vous donner l'information pour que vous puissiez planifier la suite. Okay. Merci beaucoup. Puis un grand merci à M. Plante et M. Boutin, la division des parcs. J'apprécie beaucoup à chaque fois que vous intervenez. Merci, là, merci beaucoup. La prochaine personne est Manon Dancause, s'il vous plaît. Bonjour, en fait, mon nom est Thérèse Perrault, c'est moi qui va présenter le sujet. Manon Dancause, c'est qui? On est ensemble. OK. Alors, ça va vous sauver une personne. Thérèse Perrault, je suis la suivante. OK, donc Mme Dancause, bref, donc on la passe, on va à Mme Thérèse Perrault. C'est ça. Parfait. Alors, je demeure dans le quartier de Circle Road depuis 24 ans. Et ce que je voudrais amener à votre attention, c'est une présence importante de rats dans notre quartier et qu'on voit en plein jour. Sur la rue Globert, ça fait plus de 3 ans qu'ils ont noté ça. Et ça s'est étendu dans le reste du quartier de Circle Road depuis les 2 dernières années. Les citoyens de la rue Globert sont venus ici au conseil d'arrondissement, mais la problématique, il y a 1 an, mais la problématique continue. Ce que je peux vous dire, c'est que
oui, on voit les rats en plein jour. Les rats mangent les jouets des enfants. Ils mangent le filage des voitures. Quand les citoyens arrosent sur la rue Globert, ils peuvent voir 8-9 rats sortir de la plate-bande. Il y a des rats dans le parc Maurice Cullen et même à proximité de l'école. Puis je vous ai donné une photo. Ça a l'air photoshopé, mais ça ne l'est pas. Alors, il y a des citoyens qui ont mis des trappes, qui ont mis du poison. Personnellement, j'ai engagé un exterminateur, mais vous pouvez comprendre que c'est une goutte dans l'océan du quartier. Plusieurs citoyens ont contacté le 311, mais il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été prises. On a contacté notre conseiller d'arrondissement, mais on n'a pas eu ni de retour d'appel, ni de retour de courriel. On sait que les rats viennent des égouts et sont bien sûr attirés. Chaque fois qu'il y a des bris ou des réparations, ils vont sortir, ils vont aller où il y a la nourriture, puis ils vont établir des nids, puis ils vont se multiplier. Alors, ils sont vecteurs de maladies. Alors, c'est très important qu'on puisse adresser ce problème-là. Et donc, c'est un problème qui est difficile, mais qui est sérieux. En conclusion? En conclusion, c'est que j'aimerais que, justement, j'ai déjà parlé au directeur de l'arrondissement, moi, j'aimerais qu'avec les citoyens, on puisse développer une stratégie et puis que, justement, à partir de ce plan d'action-là, qu'on puisse faire un suivi ensemble. Merci beaucoup. Vous avez aussi une question de 1 minute complémentaire, là, si vous le souhaitez. Je vais peut-être déjà passer le micro à M. Plante, mais j'apprécie beaucoup votre proposition, puis je comprends que vous avez fait déjà plusieurs démarches, mais je vais passer juste... Je vais soumettre la pétition qui a été signée par 218 personnes. Un instant, on va juste faire la première partie de la réponse avec M. Plante en termes de qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et puis vous pourrez intervenir pour 1 minute par la suite. Bien, en fait, on a eu la chance de discuter avant l'Assemblée, donc évidemment, on va regarder précisément dans le coin de Circle Road, premièrement, quel type de travaux a été fait au cours des dernières années, à savoir si tout ça, parce qu'évidemment, lorsqu'on touche à l'espace souterrain, bien, parfois, ça risque de faire bouger les choses à ce niveau-là. Donc, on va regarder ça, voir un peu le type de plainte, peut-être faire une analyse par rapport à ce que nous avons reçu au 3-1. Et par la suite, on va travailler avec nos équipes et aussi en faisant appel à nos collègues de la Ville-Centre qui pourront peut-être nous seconder. En même temps, c'est un problème où, comme le disait bien Madame, là, ça va prendre des actions concertées par l'ensemble, c'est-à-dire pas uniquement l'arrondissement, mais également les propriétaires, de façon à ce qu'on réussisse à éradiquer tout ça. Ça va être un travail de longue haleine, j'ai l'impression. Vous avez 1 minute supplémentaire. Donc, vous voulez déposer une pétition. Je comprends, vous pouvez la déposer à la secrétaire d'arrondissement, Maître Reeves. Donc, ma question supplémentaire, c'est la même chose. Est-ce que je peux renchérir un peu là-dessus? Allez-y. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres endroits qui ont pris des mesures. La santé publique d'Ottawa a développé tout un programme pour justement éradiquer les rats. Il y a aussi la ville de Nelson qui met des rodonticides dans les égouts pour essayer de diminuer la population. Il y a aussi, dans le parc Extension, ils ont eu un gros problème avec les rats, mais ils ont adressé la question, donc ils ont justement fait un bon nettoyage, puis ils ont mis des boîtes avec justement des poisons. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis, je suis certaine qu'il y a quelqu'un à la Ville de Montréal qui a assisté à la conférence à New York sur les rats. Alors, il y a de l'expertise qui est présente. Et puis, il faut utiliser cette expertise-là. C'est un problème difficile, c'est pas facile, mais il faut faire quelque chose. Bien, en conclusion, c'est... Oui, non, mais c'est parce qu'il est chargé de dire en conclusion quand ça se termine. Écoutez, j'apprécie énormément votre intervention, honnêtement, puis vous avez fait des recherches, etc. Donc, on va... Bref, merci beaucoup pour la pétition, pour l'information que vous nous partagez, puis on va continuer à travailler parce qu'on était au courant, là, je me rappelle, là, on a parlé de ça avec ma directrice de cabinet puis le directeur d'arrondissement, mais on va continuer là, à travailler là-dessus avec vous. Donc, je peux m'attendre à voir un... Bien, on a reçu, enfin qu'on va regarder le document, puis on va faire un suivi avec vous. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à Georges Christianis.
On Wednesday, September 18, around 7:30 in the morning, I was driving on Kent Avenue, and I saw lots of trucks parked on the street in front of the chalet at MLK Park. I stopped and I asked a gentleman what is going on. He told me that during the day, they will be filming a Just for Laughs gags television show at the park. I pointed out to him that just a few feet away, there are many homeless people who are literally dying in front of our eyes. He told me not to worry because they won't be in any of the film. He was totally clueless to what is happening at the park, but he's not the only one. Valerie Plante and her administration is totally clueless as well. They are experts in building hundreds of bike paths, and they are experts in closing our much-needed roads to make unnecessary pedestrian pathways, but they have no idea of how to resolve the homeless problem in our city. For at least 2 years, Mayor Garcia has known about the homeless problem at MLK Park, but nothing has been done about it. In fact, the number of homeless at the chalet is increasing every week. Mayor Garcia says all the right things, that they are human beings, that people from Multicuff come to see them, and that they need a place to stay. To me, words are meaningless without action. I don't blame the homeless for staying at the chalet. Actually, it's a good location with a roof and a bathroom. If I was homeless, I would probably stay there as well. Many of the homeless are not well and are not capable of working. They are struggling just to stay alive. To repeat what I suggested at the last council meeting, the best solution is to build gymnasium-style homeless shelters for these people. But unfortunately, for some reason, our government officials are refusing to do that. At the last council meeting, I asked the mayor to resolve the homeless problem at MLK Park. Today, my question for Mayor Garcia is, what exactly has been done since the last council meeting to resolve the homeless problem at MLK Park? Thank you very much, Mr. Christianis. It's always something that goes directly, that goes directly to my heart when I'm being asked to resolve the homeless problem. It's something that is so huge, and I can really understand that all the people who are living or going to the park with their children, that it's really, really difficult. We've been, honestly, since day one, working on the cohabitation element in the park and working hard on building new housing facilities so people could get out of the street. We've also been working really, really hard with the government of Quebec, but because, as you said, it's not always a matter of having a roof over your head. Sometimes there's other issues related to it. For example, mental health issues. So what I've been doing since the last council, because we work on that every day. So first of all, we are working closely and looking closely at the work of Prévention CDN-NDG that is responsible of running the Al Chaleur for the winter. So we're following that really closely. The other element that maybe you heard in the news is that we are going to do 2 pilot projects in the city of Montreal that we call in French maisons modulaires, which is small houses that we could build and put in place quickly for 1 person or 2 to be in there, that will come with psychosocial services and where people could stay while they wait for a place to go to stay maybe more permanently. So it's not the shelters that we see in the city already. It's really something new. So we really like thinking outside of the box here and looking for ways to help those who are just like, there's really one step that is missing for them to get a house. So that is something that was done, since we last spoke at the council. I grew up in the Darlington district of Cotonage, starting at the age of 7 years old, and for many years afterwards, and without any supervision, me and my friends would often go to MLK Park to play at the playground. I always felt safe there, and I have many fond memories. For me, a park is a place where families can go to enjoy themselves and have a good time. Things have definitely changed at the park since my childhood. Now when I go to spend time there, I get sad and depressed. It's emotionally difficult to watch the homeless struggle to stay alive while having a picnic. The park has also become a very dangerous place, especially for children. At the chalet bathroom, I once witnessed a homeless man sticking a needle into his arm. This is the same bathroom that children often use at the park. I would like to get
another point of view from a Project Montreal member. So this question is for Despina Surias. Why does your administration refuse to resolve the homeless problem at the park? And why do the residents of my district have to tolerate such a sad and an unsafe environment for their children at MLK Park? Hello, Mr. Christianis. Thank you for asking me a question. I understand. Look, first of all, we all understand that this is a very, very difficult situation to experience being unhoused, but also as any citizen to see other people suffering on the street. We understand that. We are not doing anything. I think the mayor, she did enumerate several things that we're doing. First of all, we also have to understand the homelessness issue is not just about housing. It's also a public health issue, and essentially a public health issue, because people who are living in the street could develop conditions or come with certain conditions, whether it be mental health issues, whether it be addiction issues. So whatever we do there has to be a complete approach. What we can do at the city level, and it's not just the city, a lot of the supports have to come from the other levels of government. And remember, it's the provincial government's role to attack homelessness globally. At the city level, our role is to support the community organizations, yes, to allow the space. We work with the community organizations to have the interventions. Multicaf, they move around the park to talk to the people who are in the park. We're doing also, the mayor mentioned earlier today during the budget that we're doing a portrait of the different users of the park to better assess what cohabitation needs are there and what tensions arise as the situation has increased due to the affordability crisis, the inflation. There's things that are within our control and things that are out. What we're doing is working with the groups, we're working with the SPVM2, the R on site when there are dangerous issues. In the near future, we're also going to be getting the mediation and the social intervention teams so that the city is going to be funding to also accompany the groups and specifically the vulnerable people in the community. We're also working on the housing. She talked about refuges. We're working on a transitional housing project and more social housing. So it's a very complex issue, and I know it's very difficult to live, to see, but as a borough council, as all the members, we do care about what you're feeling. We also care about the vulnerable people in the park, and we're working at different things to attack it at our level, and we are working with the CIUS, so the provincial government, and all the other community groups and security forces, because it's become the fact that people are living there becomes a security question, but at the core, it's a public health issue. So we are really working hard to develop that. And I know the results are not at your expectations, but you will be seeing results. Merci. Thank you very much. Les 5 prochaines personnes, pour que vous sachiez, sont Anna Dos Santos, Alex Trainman Montagano, Robert Boutillier et Daniel Roussy et Liane Côté. Donc la prochaine personne est Anna Dos Santos. C'est OK de mic? Oui, allez-y. Okay. Mais parlez plus près du micro, s'il vous plaît. OK. Tantôt, j'entendais pas. Comme ça? Tantôt, je vous entendais parler tous les parcs qu'on a dans le quartier, beaux, il y a un devenir beau. Alors moi, je viens de vous parler des choses aussi qui arrivent dans le parc des quartiers. Puisque ça fait 2 semaines, j'ai ma petite fille qui a 15 ans, qui joue au parc après l'école avec ses amis et qui a été agressée au parc McDonald's, dans la toilette. Alors, elle est grande, il s'est bien défendu, il a crié, il a pas arrivé à ses fins, mais il aurait pu être grave. Même il aurait pu, je suppose, être tué, parce qu'il a mis la main dans la bouche, dans le cou, et elle a réussi à se libérer, à s'enfuir. Ses amis sont venus l'aider. Mais elle est un peu traumatisée.
Et la police est venue. Alors, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver parce que la police a dit qu'il n'y avait pas de caméra et que les toilettes sont mal conçues. Il n'y avait pas de caméra. Et puis la personne en question était assise dans le hall du chalet, assis, on dirait qu'il attendait quelqu'un tout seul. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet, ou si vous allez faire de quoi, la police, parce qu'il y a la police qui est au courant. Oui. Il ne vous a pas contacté? En fait, c'est que donc je vais peut-être passer la parole au service de l'arrondissement. Mais déjà, je veux vous dire que cette histoire-là, elle donne vraiment froid dans le dos, là. Puis tout ce qu'on peut faire pour s'assurer de la sécurité de nos chalets de parc, on va le faire. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais on a des budgets là pour ajouter, par exemple, les caméras dans des chalets au besoin. Donc, je vais laisser les services de l'arrondissement commenter là-dessus qui, dans le fond, les services de police communiquent directement avec notre direction d'arrondissement. Je vais juste le laisser peut-être ajouter des éléments. Ben, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a été contacté rapidement par le service de police et il y a des actions qui ont été prises. Je dois évidemment limiter mes commentaires, mais c'est un dossier dont on parle très fréquemment avec la police dans les derniers jours. Alors, le travail se continue. Vous pouvez encore intervenir si vous voulez. Alors, c'est ça, parce que c'est un parc où je vais souvent avec mes petits-enfants. Et puis, c'est un parc où il y a l'école à côté, les enfants de garderie, les enfants de garde familiale. Et en tout cas, ça me cause beaucoup de préoccupation parce que c'est sérieux. C'est beau avoir beau parc avec des belles fleurs, avec des belles arbres et tout ça, mais ça, c'est une question de sécurité parce que quand ça m'a empêché de dormir quasiment une semaine, juste en pensant ce qui aurait pu être arrivé. Donc, peut-être il y en a déjà, la police, bon, je ne veux pas rentrer dans les choses, mais c'est ça, on se demande. C'est déjà arrivé, quelqu'un n'a jamais fait de plainte. Tu sais, des fois, les gens ont peur d'appeler la police ou quelque chose. Monsieur, c'est un usager là du parc, un pédophile, disons. Bien, écoutez, donc, comme le directeur d'arrondissement a dit, enfin, ils sont en contact avec notre poste de quartier pour faire de la lumière sur ce qui s'est passé. Puis nous, clairement, puis on l'a fait dans d'autres parcs ou dans d'autres secteurs qu'on sait qui sont plus problématiques. Si on doit investir, je sais pas moi, dans la luminosité, comme j'ai dit, dans les caméras, etc., on va le faire. Pour l'instant, c'est une enquête de police. Mais tout ce qu'on va faire pour assurer la sécurité dans nos lieux publics, que ce soit parcs, près des métros, etc., on va investir pour assurer la sécurité. Mais je veux vraiment que vous sachiez que je suis désolée d'entendre ce qui est arrivé. Vraiment, vraiment désolée. Et puis, et on va nous faire notre part pour nous assurer de sécuriser les lieux. Mais c'est vraiment, moi, j'ai pas eu d'autres informations de ce type au parc McDonald's depuis que je suis ici. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, la police est en train d'enquêter là-dessus. OK. Est-ce que est-ce que je peux appeler pour voir si quelque chose a été fait? Parce qu'aussi, il parlait, la police, de la luminosité. Mais en fait, ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est que ma directrice de cabinet va venir vous voir pour prendre vos coordonnées et s'assurer qu'on puisse être en contact avec vous, si ce n'est pas déjà le cas avec la direction de l'arrondissement. Donc, merci beaucoup. Bon, merci. Merci. La prochaine personne est Alex Montagano. Alrighty, so bonjour, bonjour tout le monde. Juste en avant, c'était la compte cette assemblée. Il y a une autre assemblée, ça c'est l'assemblée pour le budget 2025. Malheureusement, je suis la seule personne pour poser les questions. Je trouve que c'est un petit peu
fou que l'Assemblée, c'est en avant une autre Assemblée. C'est vraiment limité la participation de la public. I continue. So, Magda, as you know, I've been involved in the budget dossier in the borough for 20 years. You and I were involved in the CDN-NDG Residents Association. It was a big issue. One of the things that was revealed in this process, and through my access information request, where I took the city to court to receive the information documentation related to the formula in which the central city determines our central transfers, was the lack of funding we receive because the mass for population, the fact that we don't have very many parks, and they require a more intensive maintenance schedule. And also for the presence of major institutions like the Super Hospital, the U of M, Loyola, St. Justin, how these institutions tax our infrastructure and how we need more resources. So through the access information process, I received a document which I passed to you quite a while ago. This document basically, surprisingly, indicated that we have more children and seniors in the borough of CDN-NDG than any other borough in the city. And through that process, Guylaine Goudreau and a lot of other people in the city got together to discuss how the budget could be adjusted to accommodate that. Okay? And the amount that was stipulated that we were supposed to receive was an extra $417,000 per year. It's the biggest amount of any borough in the city of Montreal. During my access information trial, it was discovered we only received half of that. I asked Guylaine Goudreau to come to testify. She refused. What is your question? My question is, we only received half. So my question is the following: when are we going to receive the entire amount that was accorded to us in this document? So I'm going to let Mrs. Popeanu answer. It's just that you're talking about a document that nobody here has seen. So they just need to rely on what you say to determine if what you're saying is true. I don't even know what you're talking about. So she's going to try to answer, but your questions are always like that. You bring up numbers and things and analysis that you made that says that it's better than the expert of finances in the borough, at the city. You are the master of the finances of the city of Montreal, apparently, but it's really hard for us to answer your specific question. So you're asking a number of 4,000 to 200,000 missing. I really, honestly, don't understand what you're talking about. One thing I can say is that since we are in power now, there was a lot of investment that was made in the borough because, one, we are planning the work. So there's a lot of chalets, park that were renovated. We are able, because we're able to work closely with the central city, we were able to get millions of dollars to upgrade our parks and chalet and sports infrastructure. So that's what I see. So your $200,000 that you're talking from a document that you got from access à l'information that nobody here is seeing, I really find it difficult to answer. But maybe that my colleague has another answer for you. Thank you very much, Mr. Montagano, for your question. So first of all, I got your famous document. It's from 2019. That's correct. Yeah, but the things is change every year. I told you it's depending a lot of the programs, the city hall finance, the money coming directly with several program or projects. So it's like for us, the way you present it is like, don't make sense. I'm sorry. So concerning your asking, I will invite you to look for expenditures by activity. Where does each dollar go? Because this one is important, not how money you have, the way you spend this money. So the first position from $1, $0.17 go to sport, recreation, and social development. We put a lot of money. And in the other hand, the city, the central city, finance different programs in library, repairing chalet, repairing sport buildings, so on. So next position is
14% is going to roads, street mark and lighting, because everybody complain about roads. The rest is park, culture and library. More than the third of our budget got to the population. So I really don't understand what you want from a document in 2019. Okay. Yeah. My One second more minute. question? Yeah. So we all know that things in the city move very slowly. So, 2019 is really not that long ago. During my access to information trial in which this document was presented, because I wanted to have the source documentation in which they calculate our central transfers, the city provided this document. So it's part of the documents, the perimeters, the data that they use to determine our central transfer, right? And I gave you this document about 3 or 4 months ago. So you have this in your document in possession. And I have the testimony of the City of Montreal that states that because of financial constraints, they didn't give us the full amount. They only gave us half. If you want to listen to it, you're more than welcome. So I ask a very simple question, and I repeat the question again. It's very specific. Can you tell me when we're going to receive the remaining amount that was accorded to us under this new reorganization, like the RFA of our budget process? That's the question. In 2019. I didn't ask you. I'm sorry, Madame Meres. In 2019, you're asking. Okay, no, so go ahead. I went to trial last year, okay? Yep. And that's what they said last year. Mr. Montagano, just to clarify the question so my colleague could answer, Yes. you're talking about numbers Right. from 2019. So $200 from Yes, 2019, but where what it you're is missing, now. excuse me, I'm I sorry, think. but what you're missing in the context was, I apologize, it was this year, in 2024, I went to court with the city, and under testimony, right, they told me that only half of the monies were accorded. My question is simple. When are we going to get the remaining amount of money that was accorded to us in this reform? Okay, and I'm going to clarify again. You're talking about remaining money from when? 2019? The document was created in 2019. The Yeah. amounts were accorded to us, if I remember correctly, in 2020, and I went to trial in 2024. So you're asking for the numbers That's from correct. 2019 or No, 20? I'm asking this formula. Madame, You're asking where are the if you had $200,000 if you had from read the documentation, you would see that in the documentation it's a reform. Mhm. And one of the things they recognized was because we have a lot of children and a lot of seniors, we should get more money to maintain our parks. Mhm. So they only gave us half the amount because of financial constraints. So my question is, when are they going to give us the entire amount that was accorded to us under this reform plan? It's a very simple question. Okay. So do you want to answer? Look, I already did it, okay? So I mean, we already tried to answer your question. Okay? All right, Thank you thank very you. much. Monsieur Robert Boutillier. Madame Mairesse, conseillère. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci. I have a loud voice anyways, I know, you know me. Councillors, Mesdames, Messieurs, le cerveau d'arrondissement, ladies and gentlemen from NDG Côte-Neige. My name is Bob Boudelier. I'm the president of the NDG Legion here down at Addington and Maisonneuve. Peter mentioned the thing we're having Thanksgiving Day dinner, but we're also making 60 take-home meals for people that are shut in and don't have families, okay? In cooperation with turkeys donated by Joël de Bellefeuille and the Lions Club Montreal Central and other groups as well. That's what we like to do, work with other groups. We are not an exclusive organization. Anyone can join us. Go on Facebook, go on our webpage, mainly Facebook. Web pages are passé, I know. Also within the Legion, I'm also a service officer. So what the mayoress was talking about, les ouvriers, ouvrières psychosociales par les personnes sans abri, c'est critique au départ avant de les mettre dans telle place avec tel sorte de groupe. It's a challenge everywhere with every group. If anybody sees any homeless people that think they have tattoos or other stuff that they might be in the military, please call our Legion number and leave a message for me to call them back, and we'll try to help them out. We have resources to help them too. While we're celebrating our 80th anniversary this year, the most famous institution in the East End of NDG is also celebrating their 80th,
And what's that, Peter? Chalet barbecue. You missed it. So the question to the mayoress is, with our Remembrance Day parade here again, Sunday the 10th of November at 2:30, would she do us the honor of being the présidence at the fair at NDG? And Yes. again, thank you to the cadre for the assistance in setting up NDG Park too. So your question is if I'm going to be there? Yes. I cannot miss it. I cannot miss it. It's already in my agenda. Thank you. And we're also going to have the cannon there as well. So we might want to warn the people, around about 2:45 or 3 o'clock, do not have a pet in your lap if you're near NDG Park. And we will be testing the car horn alarm systems as well around NDG Park. For anybody who's familiar with that, you know that's what happens when the guns go off. Yeah. So that's it. No, because I just want me to ask for more. No, it's okay. I mean, it's a really valid point that you're bringing, because every year I think it's really surprising for the people living around Giroir Park that there's canon. En anglais, I don't know what it is. Oui, Canon. un obusier peut-être. Des canons qui sont tirés, pas tirés, en tout cas juste le son, hein, juste pour rassurer tout le monde. Mais je sais qu'on travaille avec l'arrondissement justement pour aviser les personnes autour, pour pas qu'il y ait de surprises, parce que c'est un bruit assez surprenant. Voilà, donc on va s'assurer d'aviser les gens autour pour qu'ils soient pas trop surpris quand ça va arriver. Et tout le monde sont bienvenus d'assister aux parades. Merci. Commence à 14h30. Merci beaucoup. Et aussi la réception après. Merci. Désolé, merci beaucoup. On doit continuer. On va à Danielle Roussy, s'il vous plaît. Est-ce que Danielle Roussy est présente? Ensuite, on va à Liane Côté. Hi, is this good? Yeah. This is about rent control, and I appreciate that it's a provincial matter, but it's actually the city and the poorly funded community organizations that have to deal with the housing crisis in a real way. And this province doesn't actually have rent control. And I did a little checking, and 2023 was quite something in terms of what the TAL decided was reasonable. And I took a comparison to Manitoba and PEI in 2023. The rent was controlled at 0. In British Columbia, it was 2%. Ontario, it was 2.5%. Quebec loves to do this complicated thing about unheated electric, gas, and oil, which meant it went from 4.5 to 9.5%. And even the unheated apartments the allowed increases were double what was allowed in Ontario. And I'm wondering, what kinds of pressures is the city putting on the province to get their act together and do reasonable rent control? I assume this is a question either for Surias or Villanueva. I'll answer. Yeah. You asked it to me. I saw it on the. So thank you for asking the question. It's a very pertinent question. It's one that we have been working very hard on since not this mandate, but the previous mandate. It was Mairesse Plante, I would say, was one of her main core objectives is to find a way to keep Montreal affordable. In terms of the pressures that we put on Quebec, obviously, is the rent registry. To have a rent registry, something that they don't want to do. We saw that they had updated the law around housing rights and the rights of tenants versus property owners, and there were some changes that were beneficial to tenants. For example, they don't have the burden of proof when they bring somebody to court. However, it's not strong enough. We know that there needs to be done more. So a rent registry across the province would be the most beneficial. One measure. It's not something that's going to stop the increases. I mean, the law itself, the way it was revised was not like we had made other recommendations to make it obligatory. Le point G dans le contrat, like to make it. They have other ways of controlling it more. They could create more of a bureaucracy around the rent controls, but they don't want to. Other things that we do is to increase funding for affordable housing and social housing. So they have their FACT program, which does not really.
I would say they talk about affordable housing in the new program. Before they had Accès Logis, which was specifically for social housing and for community housing. FAC is a bit wider than that, so there's leeway. There have been projects that have come out of that, but it's not a clé en main. So there's a lot of work to do on the ground by organizations like the community housing groups to get the monies from the other ministries as well. So it's not there. We've put the pressures on the housing file. We've asked for more monies to renovate the OMHM's housing stock, and it has brought some fruit in the last 2 years, but there's a lot there. Like there's a backlog, so it's not an easy battle. As a municipality, and all the other municipalities in Quebec are asking for the same things. Not all municipalities want social housing for NIMBYism reasons, I would say. But for us, it's important to have housing that is accessible to everyone. And it is a very, now with a new charter of housing rights that the federal government has put in place, provinces will have to sign some sort of contract with Canada coming in January. So there is a space for us right now to keep putting the pressure, which we are doing, working with our services at the city level to do that, to see how we could convert that into more protection of renters' rights versus the property owners' rights, because there is a bit of an imbalance, as you could see. Obviously, you're a renter, you know. So we are working on that. There are different things that we're doing politically behind the scenes, but also, as you might see in the news and stuff, what we're doing. Just before you continue, je veux dire que je propose à Pied de Disciplina Sourias de prolonger la période de questions jusqu'à l'écoulement des questions pour un maximum de 15 minutes. Allez, you could go ahead for your second question. Yeah, I can see that the provincial government is very lame in how they handle this situation. I find it very interesting that other provinces are more proactive about it. There are unintended consequences of this loosey-goosey approach. In our building alone, I was given a 4% increase, and my neighbor was given a 13% increase, and we were told at the toll that the landlord can do whatever he wants, and neither one of us had any renovation or improvement in our apartments to justify it. The other point I'd like to make is that this openness in terms of negotiation means that landlords can be creative about their expenses in order to try to max up their point. And I can actually show you documents of direct experience with that. We're running into a situation where working people with decent jobs will not be able to pay for their rent. I'm speaking as someone who lived for 2 decades in Toronto and saw the nightmare evolve. So it's like, anyway, I appreciate what you're doing, and keep up the really hard pressure on it, because it's really shitty what's going on. Thank you. And I just wanted to say, I'd like to sit with you as well and get more insights as we're developing. There's always room to develop more strategies, so I would love to continue our discussion. I will come and see you all. Thank you. Merci beaucoup. Sharon Sweeney, je la vois plus. Ah, elle est partie? Ah, OK. Stephen Jass. Thank you for the opportunity, and sorry to bring this up again. I don't live on Terrebonne. I don't park on Terrebonne, but I think people recognize an injustice when they see it. It was originally stated that half the parking on Terrebonne would be removed, or maybe a little bit more than half, considering there are these interdictions at every street corner for 5 meters. But many intersections have no parking within 10 meters of the corner. In front of Willingdon School, what used to be parking for, let's say, 10 and 10 cars is now reduced to 0 and 5, with no parking allowed in the mornings or afternoons. Everything around St. Monica's used to have about 25 and 35 parking spots, but that's been reduced to 5 and 10. And again, no parking in the mornings or afternoons. And every second street corner intersection has this giant yellow rectangle of no parking either for about 20 meters. That's maybe understandable. I think the idea is if a car is coming to an intersection and a bike is coming on the opposite side this way,
they are in clear view and not hidden. But that doesn't explain what's happening at the northeast corner of Grand in front of the big apartment, where there's a traffic light and there will be no conflict of cars running into bicycles there because either the cars have to stop or the bikes have to stop. It's 22 meters, there's no rectangle, there's just a no stopping sign. People are regularly getting parking tickets. It doesn't explain what's happening at the corner of Terrebonne and Royal, the left side, where it's after the intersection. No bicycle will ever come from the opposite side. Same thing at Grand and Terrebonne again, the northwest corner. There's no parking for 25 meters before the traffic light, albeit there's 2 driveways. It wasn't enough to punish the residents of Terrebonne by taking away all these parking spots and their fluidity, but the last 3 examples I mentioned, Grand and Terrebonne or Royal Terrebonne, why was this also taken away? Obviously without any public consultation. So thank you very much, if I may, Stephen, for your question. And it allows me, honestly, to reiterate and remind people that that's a perfect example of the fact that the reason why we did a reconfiguration of the Terrebonne is not only for the bicycles, it's also for the pedestrians. And I could talk as somebody who lives around that area. It's really more safer for everyone, that reconfiguration of the road that we made, because you're talking about the intersections where it's not allowed to park, within a 5 meter. Sometimes, if I take the Grand intersection with Terrebonne, for example, I drive there, often, because I tell my husband we need to go see how it's going. So, we put a green band, bande verte, in front of the cars at that intersection, because some of the bikers, for example, will have to, go west on Grand. They're going to leave Terrebonne and go west on Grand, so it's a space for them, dedicated space for them, so that they could make the left turn when they can. That's just one example. Royal and Terrebonne, it's so much more safe. It's so much more safer, not only for the pedestrians and the cyclists, but also for the car drivers. And I've always shared that with you guys. Even car owners that drives on Terrebonne, it's safer. It's the streets are more narrow. You have space at the intersection to see who's coming, whether it's a bike, a car, or somebody who walks. So the goal of that reconfiguration was to make the street safer for everyone. And frankly, the people I see using Terrebonne now, it's children with, comment on dit là, with bikes, but with, voyons, trottinettes, merci. With bikes, with trottinettes, it's elderly people who are running and walking on Terrebonne. It's more people walking. Sometimes when there's too many people on the street, they take that bike path with their dogs and they walk. And so it's just more space for everyone to cohabitate on that street. And I think a lot of people could see that the street is really, really more calmer. And we still have space to park. Meaning, and I'm talking about the transversal street on Terrebonne, there's still some space there. I live on one of those streets, and there's still some parking available. I agree with everything you say. I disagree with everything you say. It baffles me that all this cost $400,000. It's really a vanity project. What you say could apply to every street. Then we should do this to Summerlet and Monkland and Girouard and Sherbrooke and DeCarry for that matter. You can reduce this down to 1 lane and put a bicycle path along here. But either way, I really think this was $400,000 really wasted, because in all this time, we could have spent $40 to fix potholes, which haven't been looked at for 2 or 3 years. There's one at Monkland and Grand, where the city put a cone in the middle of the road in spring and have yet to come back and fix it. We could have spent $400 on all these sunken sewer covers that are like 4 or 5 inches below the surface of the road and a real danger, like at Côte Saint-Luc Wilson, at Van Horn Clanranald, or even $4,000 to just lightly repatch Vézina or Lavoie. These are really dangerous situations that affect thousands of people
And yet we spent $400,000 on this for the benefit of what? 100 cyclists, or at best hundreds of cyclists? I really wish you could do something with the priority of all of these things. Thank you. Thank you very much. It's indeed a question of choices and priorities, and making sure that we spend money on different needs of the borough. There was not enough money spent on the safety on pedestrian and cyclists we find before we came into power. We are putting the money there, and we are not sacrificing the repaving of the road. We're still doing it, but we are also putting money to make sure that a street is safer for everyone. So it's indeed a question of choice, and it's the type of choices that I think we were elected for, and we are going to have to continue to do that type of work to make our streets in Montreal safer for everyone, considering the increase of number of cars that we have on our streets today. Thank you very much. Very good, thank you. Donc, nous sommes maintenant à la période des questions écrites des citoyens. Donc, on va... Est-ce qu'on peut... Donc, je comprends qu'il y a quelques personnes qui disent que sont inscrites pour la période de questions du public en présentiel, mais on n'a pas les questions de notre côté. On va suspendre pour 2 minutes. Donc, on suspend pour 2 minutes. On s'excuse pour ce malentendu. Donc, il y a 3 questions supplémentaires. Donc, Robert Michael Edgar, Igania Loff et puis Irwin Rapaport. Puis là, on ne sait plus où est-ce qu'on était avec le temps. Donc, je vais exceptionnellement vous laisser le temps de poser toutes vos questions. Puis ensuite, on va passer à la période de questions écrites. D'accord? Allez-y. On s'excuse pour ça. Merci pour vos excuses, Madame la Mairesse. My question is for Sonny Mraz. And, you know, today is the anniversary of the Hamas attack in Israel. And you mentioned this, you know, in your introduction. And, you know, it's hard to wish you a Happy New Year when this situation is happening. Earlier today, I saw a couple of your tweets. I guess I can still use the word tweets. You
wrote, as the city councillor for Snowdon and Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, I stand with our Jewish community in Montreal, whose sense of safety and vitality has been impacted by the rise in anti-Semitism. Hashtag never again. Hashtag peace and security. And then you went on to say, on this day, 1 year after the tragic attacks by Hamas, we must renew our commitment to peace, tolerance, and unity. Montreal and Quebec and Canada are places where we stand together against all forms of hatred. Hashtag united in hate. My question's fairly open-ended. I would just like to give you an opportunity to tell us, what you believe the borough administration can do, what the larger City of Montreal administration can do in terms of maintaining peace and security. And I guess you can talk about the SPVM as part of that. We know that there were various attacks on synagogues and schools and so on, firebombs and so on. I just want your vision of what you see we can do. Thank you so much for the question. I would be lying if I didn't say I was nervous on stage today. Whether it's last week or in previous months, it's extremely difficult being somebody who is publicly Jewish and having a public position and operating in the city of Montreal. I am the only elected city councilor from the Jewish community in Montreal. I'm 34 years old. I missed the commemoration this evening that a lot of members of the Jewish community felt compelled to go to in multiple places throughout the city. I was not able to attend because of this council meeting. You sign up for these things. So if I might end my personal experience, part of my answer to you is that no one could prepare you for this. Whether you're 34 or 69, you're not ready to represent a community that is being targeted in the way that it has been. And there have been multiple opportunities missed by the municipal administration, the provincial administration, and the federal one to really enforce the sense of security that any vulnerable community is facing. My interventions, anything that I've been doing over the course of this year, publicly or privately, the one thing that guides me, that I wish that all three levels of government applied more stringently, is to remove the adjectives in applying the vulnerable community that you're trying to protect. So it doesn't matter if it's a Muslim community or a Jewish community or a Hindu community or a gay community. Anyone who is a minority in our society is subject to violence and hate by people attaching one individual, one anecdote, one issue they've seen to the entirety of the community because of their lack of experience in dealing directly with that community. And I feel that all three levels of government have been lacking that sensitivity. They might have elected Jews at all levels of government. They might have Muslims elected at all levels of government. But I feel a distance between the administrations in power and the people on the ground. I'm hoping, honestly, that when you say, I don't know if I can wish you a sweet new year, it is definitely a sweet new year because we are alive and hopefully all well in Canada. And the last year, we've seen how lucky we are. We've seen since the invasion of Ukraine and Crimea, the Donbass by Russia, whether it's the refugees in Bangladesh, whether Sudan right now is the most urgent humanitarian crisis in the world. There are 1 million people in Darfur who are being surrounded by a group of people who want to do them harm. You have to realize that everyone is going through these kinds of issues, and you need to be more sensitive to removing the adjectives and removing yourself from how it might impact you directly in order to make a better decision. That would be my one honest lesson that I've learned this year, is to really, there are certain things outside of your control, but the things that you can control are ones you have to put your best foot forward as much as possible, as painful as it is. Even if you don't want to be somewhere, you have to show up. And
I hope that long answer gives others a little bit more strength to go into the new year and try harder to have the dialogues that we didn't have this year that are necessary. Thank you for the question. Yeah, just to clarify, what I meant was I don't know how happy you or other Jewish people can be as this new year begins with the situation, in the Middle East. But let's bring it back to Montreal. We can't really do much in terms of what's happening in the Middle East. We can call for ceasefires, but I don't think Hamas is going to listen to us. I don't think Hezbollah is going to listen to us. I don't even think Benjamin Netanyahu and his government are going to listen to us. They're going to do whatever they're going to do. My question to you is, what can we here in Montreal, and specifically the borough administration, the city administration, what can we do to promote peace and security here in this situation? What can you as an individual do? You can show up to these meetings. You can talk to the police when you speak to them. You can be an ally on both sides of the issue so that people understand that it's not just the direct communities that are suffering, but citizens who are not directly impacted by it. Honestly, what can you do as an individual citizen? Empower your local stakeholders that you deal with, whether it's through a local community organization. Bring that issue up. When you go to the Legion's event next month, talk to Bob, talk to Pam, tell them how you feel. They, as leaders in the community, us as leaders in the community, have tools at our behest. And if we hear more and more from residents like yourself, people who aren't directly impacted but want to see resolution, and I encourage you to be someone who continues to push for openness and dialogue in the discussion, which you already do. And like you did for the summer solstice, I think your question is coming in early. I think there's going to be more and more people looking for stability and peace and dialogue at the municipal level this year, much more than last year. And I'm hoping that your question today solicits a lot of young people in the room that I'm really happy are here today to bring that issue about how to solve it back to their classrooms, back to their discussions, because it might start here, but the youth are going to provide the answer to this question. Thank you so much. Merci. La prochaine personne est Ingala Lof. There we go. Good evening. I actually don't live in Montreal, but I live on the three-city border, so Montreal affects me. McDonald Street, as you know, is a one-way street. Snowdon is a one-way street. Dufferin is a one-way street. This has become a real big problem with the school, which actually was a church. The traffic jam in the morning and in the afternoon is not acceptable. And as there are one-way streets, God forbid if anything will happen up there, because nobody will be able to get there. No ambulance, no nothing. I don't know how many times we have called the police to try to fix this. The police cannot even get there because there's so many cars, which creates a big problem. There got to be something. And then we call the city, and then the city says, oh, it's a private school. Let me remind you, the road is not private. I don't mind the school, but the location is not good. Because also, there is a school from Kotsanlik Road scene where the synagogue is. So now everybody ends up in the same spot. Do you please, guys, you can go there around 8 o'clock in the morning, you will see. You can also go there around 3:30 in the afternoon. You can't go anywhere. If I come home and I need to park, it can take me over 30 minutes to go around the block. They double park, they park everywhere. Even if the police have said, you call us, nothing happens. You guys need to open a dialogue. Huh? It's coming.
you need to open a dialogue with the school to try to fix this. The city, all of a sudden, So- had put up no parking. Please ask your first question, and you have I one did. I did. Okay, I said so- open a dialogue. You need to fix this because Okay, it's not so let right me for us to answer, live there. and then We you go- live there. Okay? So let me answer, and you're going to continue. You have one more minute. didn't see that. After, in your registration, I think you didn't put who are you addressing your question to. What? Who are you addressing your question to? Which Who I'm which I council? don't know who takes care of this. Whoever feels they are responsible. Est-ce que Do you think I know who's responsible? Madam, it's just the Okay, but process. So every time, Asking the so question, and listen then to who me. feels One like moment. Listen to can me. can answer me. Okay, so the way we work here, and I need to explain because maybe it's the first time, but when you register your name, we ask that you indicate which city councillor or if the mayor should answer the question, and that information. But I don't know you guys. I don't know anyone Okay, of you. no problem. So it's just the reason why I was asking But the then question. maybe they could have told me outside who the question was going to be Oh my directed God, to. okay. How would I know? Okay, so Mr. Moroz, which is the city councillor of the area, is going to answer. Pardon? That's me. Hi. So much. Thank you for coming. I really appreciate you staying and asking the question. It is brought up by Solomon Schechter Director Stephen Early about the need in the back. There was a security matter last year that was prioritized, and now that that issue has been regulated and helped, I promise to put more effort in making sure that that street, Snowden, you're really talking Snowden between Dufferin and Clanranald, just to clarify? Well, no, it's McDonald, Snowden, and Dufferin. Yes, next to the park that a journalist recently thought was in our borough. On Dufferin. You can barely turn when you're turning on Snowden and going to go on Dufferin. You can barely turn because there's only parked cars. When you try to go up McDonald, you cannot go up McDonald because everything is blocked. Absolutely. Because the problem is if this would be two-way street, it would be a little bit easier. But you know, all of the streets are one-way street, so nobody can go anywhere. And it has become a big issue, you know, and nobody wants to do anything. So I want to make sure you understand that. Is that your second question, or do you have a secondary question? No, I just want to know if someone can maybe open a dialogue with the school. They need to figure something out. Because you know something? You don't have to have one child in one big SUV. Maybe they can make an arrangement that they try to help each other so there's not that many cars. I don't know. I mean... So allow me to interrupt you. I believe that you've asked your question. I spoke about this with the director of the school right before the Jewish holidays. Okay. I will re-engage with Stephen after the holidays to specifically find out what we can do immediately and then what we can do in the medium and long term to alleviate the problem. Okay. It has been discussed. It is an issue, but it's very complicated. As you said, they're all one ways. There's no movability and options. Allow me to finish. Yeah, and the issue, sorry, the issue with Hampstead and also Côte Saint-Luc being there and Côte Saint-Luc Road being there and it being an irregular corner on Dufferin and Snowden, I will be there on the street several times next week to see it myself, take video, and make sure to have a clear and open discussion with all the stakeholders to make sure that whatever can be done will be done. You're not the first person to bring this up. Thank you for coming. So this is one more thing. no. You only get no, two questions. This is the same thing. This is sorry, actually no, madam. Okay. No, madam. Okay. Thank you, madam. now they So have there's started another a person dog waiting park to there. No, I don't to know ask who a you are. I question. don't know who to call. You calling me? Okay. Oh my God. Monsieur Rapaport. Good evening, all. Bike paths have been imposed in many parts of Montreal without, thank you, without any public consultation process whatsoever. And if they're lucky, they get a flawed engineering study. You know, you got people in Park Extension, you have people in a Hudsick,
people in NDG, and you have people in Little Italy, who just recently had a demonstration on Saturday. So there's a lot of problems here, and I guess the real issue, there's several issues, but it's just a question of a lack of a public consultation process. So I'd like to ask Councillor Moroz, what would you define as the essential elements required for public consultations regarding major change projects in the boroughs, and how quickly could such changes be initiated? And with so many major changes being imposed upon residents in many boroughs without public consultation, to what extent could the city bring forward a Citizens' Bill of Rights to protect citizens? Monsieur Moroz? Merci, Madame la Mairesse. Erwin, thank you for coming. So I've answered this question before, but since 2018, I believe, Bill 122 was passed that removed the right for a referendum to stop a local project like this. There's a much higher threshold of signatures required to stop a project. That was supposed to be in a compensation called Réflexe Montréal at the provincial level. Anytime a project impacts the local municipality, the metropolis, you're supposed to be able to write in directives about how it should be applied locally, and that's supposed to be in dialogue with the municipality, with the métropole, which honestly hasn't been applied much since Projet Montréal came into power. So we're left with this centralized control pushing some of their issues in the borough. And I believe Terrebonne, through the Plan de Vélo, was one of them where there were several times that you could have had your input as a local NDG resident in this process, and you were not there. And I go back to the Douglas Adams quote that I use often in council, which is, sometimes the file you need is in the 4th basement in Locker B, and it's been there present, but the light's broken for the last month. And that's where your file is, and that's where your input's supposed to go. The truth is that just like, when you see a consultation that's inclusive, that includes the local community, you recognize it and you see it. I would say that the previous administration of Projet Montréal that governed from 2017 to 2021 had a very close approximation of what I would call a consultation, where you bring in people for and against, you put an elected official in charge of that committee, you produce a report that is clear and transparent, and you follow that report. This administration fell short of the process by not following the unanimous recommendations done by a nonpartisan group of NDGers who are for and against a project. That's how you find compromise, not by telling people a bunch of different information, calling it a consultation when it's only an information session. You don't videotape the information so people have doubt on what was shared. You don't have a clear piece of information that's available right from when you announce the document, and then you don't pass around a survey or information gathering device, because sometimes the push information isn't the same as the pull request that can be made from an authority. So there are several steps that best practices could have been applied. I've seen it apply in other steps and other processes that they've done. Unfortunately, I believe that Terrebonne Bike Path was not a process that included the voices of people who have mobility issues, seniors, and those who, again, didn't feel consulted in the matter. So that's the answer I've provided before, a little bit more synthesized. Thank you for coming. I appreciate that, and the reference to the novel. It was an interesting point. The second point, and it won't take long, is a single information meeting is not a public consultation meeting. Far from it. Be it for the installation of an artificial turf field or a bike path. NDG and Côte-des-Neiges residents do not appreciate being disrespected and having projects imposed upon them as fait accompli from day one. Neighborhood residents have rights
which means that. En conclusion, Yeah, I'll be quick. That boroughs and the city center should not run roughshod over local communities. Before a project is fully prepared, could the borough and the city reach out to residents to determine if there is... What is your question, please? Yeah, it's coming right now, 5 seconds. To determine if there is sufficient support for projects with Mr. Rappaport, major changes. Mr. Moroz. Merci, Madame la Mairesse. Thank you for your follow-up question. Remember, that was the first thing that the mayor said, that we have a different definition of consultation, because she was using the one that's prescribed by the provincial government. The legal minimum requirement is what they did. Let's not mince words. They did the legal minimum requirement because it's so low. So when it comes to a difficult decision, instead of responding with, well, the real consultation is every 4 years when you vote, which was the administration's answer several times to questions about why it was an information session that wasn't filmed, not recorded, to what people were told it was a consultation, which is more of a back and forth. The political people responsible sat on stage and didn't answer a political question. When a political question came up, they said, come to council. And when they said they'd come to council, they were given a technical answer. So that back and forth, not a consultation. And frankly, let's say there's a change of administration November 2nd, 2025. How do you make sure that the legal requirement of a consultation isn't the one that another administration selects? You need to engage on that issue now, like you've been doing. Never again will there be a consultation in the way that it was done here for a bike path that's a necessary infrastructure improvement, but then the result of the process is not one that people can follow. So I will guarantee you that any decision made in a different administration, one that I might be a part of, will take steps in advance of that decision to inform people about the decision about to be made, regardless of whether it was campaigned on or not, clearly in the last election. So I hope that is enough for you to start on. When it comes to campaign promises, that's not why you come to council. Thank you so much. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant à la période de questions écrites du public. S'il vous plaît. Oui, on y va. So first, a question from Gabriel Domokos, Tramway on Van Horn. The area west of the Décarie Expressway is notoriously enclaved, causing unacceptable levels of service from emergency vehicles. Large numbers of people move along the Cavendish Fleet Van Horn Rosemont corridor to reach trip generators such as the Jewish General Hospital, the IRGLM, Saint-Justin, Université de Montréal, etc. Bus route 161 serves this corridor with frequent service at rush hour, but not dedicated right-of-way or signal priority. The buses are constantly full, bunching, and stuck in traffic. Meanwhile, motor vehicles are allowed to park on the street. Do you agree that the free, unrestricted parking along this corridor is incongruent with its arterial vocation? Second question, this corridor is topographically amenable to a tramway service. Do you support installing a tramway along this corridor? Question for Sonny Moroz. Monsieur Moroz. Merci, Madame la Mairesse. Thank you, Gabriel, for the question. You're usually an attendee of the meetings. Too bad you didn't get to ask it yourself, but it's a very good question about how we can improve mobility on Van Horn. I'm concerned about making plans. I'm going to answer your second question first. The tramway question, it's omnipresent in the Plan d'Urbanisme and Mobilité, which I know you've looked at, that the current administration is proposing downtown, where there's a lot of tramway proposals, but they are not costed. Those funding would come from the provincial level of government. If you look at the funding at the ARTM and the STM, to imagine that we're going to put in place a light rail system entirely put in place by municipal funds, that's no way that's going to happen. So I would say that don't get your hopes up for a tramway on Van Horn just yet until we figure out how to fund it properly. And let's not plan for stuff we can't cost. And your first question is about parking on Van Horn. I would just simply answer no. I do not think we need to remove parking on Van Horn. There is one way in each direction for driving, and there is a parking lane, and many of the
residents do not have a driveway and live in multifamily homes, specifically east of Côte-des-Neiges, where there's very high density and very little parking, which would heavily impact the affordability of some of these places because of their lack of proximity to the metro. So I think that in places outside of the 500 meters where we're doing the transit-oriented development, we should not necessarily take that out in order to encourage the transit-oriented development model. Thank you. Prochaine question. Second question from Jonathan Matt regarding YMCA. What is the situation with the YMCA on Hampton Avenue? When the city bought the land, we were told that some public housing would be built on part of the land and that an ice park would be made available to the public on the rest of it. Nothing has happened. Question for Mayor Katawa. Thank you very much, Jonathan Matt. Indeed, our administration bought the land next to the YMCA to put their social housing. So when we came into power, unfortunately, there was a stopping of funding for those type of housing by the government of Quebec. So we had to find ways to plan, differently those type of housing. But I could tell you that I'm discussing with my colleagues like Benoit Doré, who's responsible of housing at the City of Montreal, to determine what type of non-profit organization are going to be building in that sector. And an element that is helping into this process is the Projet de loi 31. So it's basically a law. Bill 31. Yeah, thank you. Bill 31. It's a bill that help us and facilitate the development of those type of housing. So we're going to continue to work really hard on it, and I really hope that I'm going to be able to share with the population what is going to be coming there as soon as possible. Thank you. Question from Alvin Castro, bike path in CDN. Hello. In the past year, there has been a proliferation of bike paths in Côte-des-Neiges on streets like Légaré, Lavoie, Barclay, Plamondon, and Bourret, among others. There are rarely any cyclists using them, and they have caused many problems for local residents, few of whom ever ask for the bike paths to be installed. Is there any study that can be made public as to the usage of these bike paths? Can the borough show that its prioritization of bike paths are actually led to a discernible increase in the number of voyages taken by bicycles? Also, why isn't there any information about the budget meeting on your page? I only found out when I went to look at the agenda and set a time slot at 5:30. For Mayor Katawa. Yeah, so thank you very much, Alvin Castro, for your question. So for the first question regarding the bike path, just to be clear, the bike path that you mentioned in your question, they were already present, even before we came into power. What we did is that we made them safer by putting them next to the sidewalks. Sorry, at this time my head is, I need sugar. So next to put the bike paths next to the sidewalk, so it's safer for the people who bike, and even for the pedestrians. So that's what we did when we came into power. We know, for example, on some of the streets where the changes were more major, for example, like the street, like Bourret Street or the Turban Street, for example, those streets we do some counting to follow how those new bike paths are being used. We could tell you that, for example, the bike path on Bourret is being used because of those data. So that's how we are following the usage of it. But even before we do those counts, I think there's many scientific and written document that explains that once you build those type of infrastructure, people use them. And I could, as I answered some of your neighbor earlier, I could testify that, for the bike path that we did on Turban, for example, and we also have the numbers for the bike path on Bourret. So we're going to continue to monitor those type of bike paths to make sure that people are more and more using them in the future. And concerning your second question about the budget meeting, I mean, we use the same communication strategies to communicate the budget and the other borough council, meaning they are on the website and they are also transmitted to the citizens by the infolettre called La Citoyenne. So I really encourage everyone to register to that infolettre to
make sure that you are aware about everything that's going on in the borough. Thank you very much. Prochaine question. Viviane Guyenne. Bonjour, j'aimerais savoir quelles actions sont prévues pour répondre à la situation dans le parc Martin Luther King. Le parc pour enfants, notamment, se détériore et est entouré de toutes sortes de débris et de matériel inapproprié, ce qui n'est pas sécuritaire pour les enfants. Il est également préoccupant qu'une personne semble dormir à proximité de la cabane électrique d'Hydro, ce qui représente un danger. Quelles mesures seront mises en place pour régler ces enjeux? Il commence à faire froid et nous aimerions savoir où sera la prochaine halte chaleur. Quel est le plan? Nous sommes toujours laissés dans le flou lorsqu'il s'agit de notre propre quartier et des décisions qui impactent notre quotidien. Donc, merci Viviane Nguyen pour votre question. On comprend que la situation est vraiment difficile pour tout le monde, puis que l'enjeu de l'itinérance nous concerne toutes et tous. À l'arrondissement, notre priorité reste toujours la sécurité de toutes les personnes qui utilisent le parc dans le respect et la dignité humaine. Avec nos partenaires communautaires puis le SPVM, on fait des tournées quotidiennes dans le parc Martin Luther King pour limiter les situations d'incivilité qui peuvent survenir. Par exemple, des organismes comme Multicaf passent chaque matin pour s'assurer que si des gens y dorment, par exemple, ou ont passé la nuit, que leurs effets personnels soient retirés du parc puis entreposés de manière sécuritaire pour que ces derniers puissent les retrouver par ailleurs durant la journée. On termine aussi cette semaine une étude, comme j'ai dit, une étude qui va nous permettre de clarifier en fait les différents usages du parc et ensuite venir nous permettre d'intervenir pour améliorer certains secteurs du parc pour favoriser le sentiment de sécurité des différents usagers du parc. Et puis, ce que j'ai ajouté aussi tout à l'heure, c'est qu'on est en train de travailler sur un projet qui est une innovation finalement, où on veut faire 2 projets pilotes dans la ville de Montréal avec des maisons modulaires, c'est-à-dire ce sont des maisons qui sont facilement construites et où 1 ou 2 personnes peuvent habiter en attendant de trouver un logement peut-être plus permanent ou quelque chose de transition. Et ces maisons modulaires-là viennent avec du soutien psychosocial. Donc, je travaille très fort avec mes collègues à la Ville-Centre pour, d'une certaine manière, que ce projet pilote peut-être vienne bénéficier les gens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et concernant la halte chaleur, j'ai rencontré l'organisme Prévention CDN-NDG qui est financé depuis plusieurs années par le CIUS pour opérer la halte chaleur. Je les ai rencontrés cet été. Nos services travaillent, j'ai envie de dire quotidiennement, mais pour être prudente, je veux dire hebdomadairement avec l'organisme pour planifier l'atterrissage de la halte chaleur. Prévention CDN-NDG ont eu la très bonne idée de mettre en place formellement un comité aviseur pour la halte chaleur pour s'assurer de la bonne opération de la halte chaleur, la sécurité et également la cohabitation. Puis évidemment, l'arrondissement, on est sur ce comité aviseur. Donc, on travaille très, très fort pour que ça puisse ouvrir rapidement parce qu'en effet, le temps est de plus en plus froid. Puis on veut que les gens puissent avoir un endroit où s'abriter pendant les temps les plus froids. Donc, c'est ce que je peux vous partager pour l'instant en termes de travail qu'on est en train de faire sur l'itinérance pour le parc Martin Luther King. Merci. Next, a question from Kathleen Carbone-McAnally. Terrebonne Bike Path, winter concern. Now that the Terrebonne bike paths have been installed for 3 months, citizens who live on and around the street have noticed that it is still hardly used. This outcome was predicted by those who have lived in the area for many years, like myself. On a beautiful Sunday afternoon, September 29th, I observed only one cyclist on the entire length of the Terrebonne path from Cavendish to Giroir. This is not unusual. Yet so many residents and institutions have been impacted by this loss of parking in the west end of NDG. Citizens are angry and frustrated by this upheaval to their daily life for the sake of so few. With winter coming to this now very narrow street, residents fear it will be even more dangerous and impossible for the plows to remove the ice and snow. St. Monica's School has cited problems with snow clearing before. In the interest of safety, would you remove the bike path from November 15th to April 1st, like the Fielding bike path, which is considered seasonal? So thank you very much, Kathleen Carbone-McNally, for your question. And we've been discussing this for the past, I want to say 6 months. I understand that you have, never really agreed with this project, and it's okay. But your assessment of the usage is not really
doesn't really ne concorde pas, doesn't really match like what we observe on the ground, what the services are observing on the ground, what the parents have been telling me, that they go like many families all together, they go to schools through the Turbine bike path. So that are the things that people are sharing with us. So it's obviously used, that bike path, and not only by the people who are using their bike, also by the people who run and walk, and the children who use their trottinette on that new infrastructure. So and we're gonna, regarding the winter bike paths in the borough, we are still working with the borough services to clarify which bike paths will be winter bike paths for this year, and I want to come back to the population as soon as possible to tell you exactly what will be the winter bike path network is going to be. The snow will be removed on those bike paths this winter. So thank you very much for your question. Prochaine question, Pierre Archambault. Bonjour, je ne vois rien passer pour développer le site de l'hippodrome. Au cours des 5 dernières années, l'administration municipale a organisé plusieurs consultations publiques et conférences de presse promettant de nouveaux développements. Rien ne s'est passé et il n'y a pas d'argent dans le budget pour l'infrastructure nécessaire à la construction de nouveaux logements. Les promoteurs affirment qu'ils ne sont pas intéressés par cet immense site de choix, compte tenu des règles de zonage actuelles de la ville. Est-il temps de changer les règles et de revenir à l'ancien zonage qui prévoyait une quantité plus réaliste et réalisable de logements sociaux? Donc, merci beaucoup, Monsieur Pierre Archambault, pour votre question. Je comprends tout à fait votre impatience de voir les choses bouger à l'hippodrome. Je dois vous dire que je partage votre impatience. Cependant, il est vraiment essentiel de bien faire les choses pour que ce projet réponde aux besoins de notre population et aux défis du 21e siècle. C'est pourquoi on a pris le temps de planifier avec soin en adoptant un plan directeur d'aménagement et de développement pour l'hippodrome, un plan qu'on a rendu public au printemps dernier, un plan sur lequel on consulte la population et puis qu'on va soumettre finalement au conseil municipal pour être en mesure, nous, ici à l'arrondissement, finalement, de pouvoir aiguiller les promoteurs qui sont en effet intéressés par le développement du secteur Namur-Hippodrome, qui cognent déjà à nos portes, puis qu'on va pouvoir finalement là, commencer à leur octroyer les premiers permis, notamment pour le secteur Namur. Vous savez, le défi qu'on a spécifiquement avec le secteur de l'hippodrome, c'est le développement d'infrastructures comme les égouts, les routes, qui nécessitent des investissements importants. Puis c'est pour ça qu'on a mis en place un groupe qui s'appelle le Galop. Puis là, j'ai de la misère à revoir l'acronyme, mais finalement, c'est un groupe de personnes issues du secteur privé, des gens de l'arrondissement, des gens de la ville, des gens aussi du communautaire qui sont en train qui ont mis en place finalement, de un, le PDAD, qui ont aidé à le développer, et de deux, qui sont en train de réfléchir au montage financier finalement nécessaire pour le développement des infrastructures. Pour ce faire, les 3 niveaux de gouvernement ont mis 6 millions de dollars pour les permettre de développer ce plan d'investissement en infrastructure, en fait, dans le secteur de l'hippodrome. Donc, écoutez, on discute du site de l'hippodrome depuis au moins la dernière année de façon très intense, parce qu'on était en train de développer le PDAD qu'on a présenté. Donc, je comprends que vous avez demandé ce qui s'est passé dans les dernières années. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'on est beaucoup plus avancé qu'on l'était quand je suis arrivée en 2021. Puis, en effet, là, ça va se solder par des premiers permis qu'on espère d'ici la fin de l'année prochaine pour le secteur Namur. Donc, on avance. C'est pas un projet simple à développer, mais c'est une réelle opportunité pour ajouter du logement hors marché, en effet, dans un secteur qui est très bien desservi en termes de métro et de transport collectif. Et où il y a beaucoup de voitures par ailleurs, puis c'est un élément qu'on espère que l'écoquartier Namur-Hippodrome auquel va venir pallier. Donc voilà, merci. Prochaine question, Samir Andraos, insalubrité des logements et immeubles. Bonjour, Madame Kazoki. Je dois vous avouer que nous ignorons jusqu'à date quelles sont les mesures tangibles que la Ville a entreprises. En tant que locataire subissant des droits bafoués à tous les niveaux, propreté des espaces communs, vermine, rongeurs, gestion des ordures. Enfin, je pense que vous êtes au courant du moindre détail des problèmes et de la nuisance que nous subissons. Il y a 3 mois, la mairesse de Montréal a annoncé qu'elle sévirait
contre les propriétés non conformes à la salubrité et l'entretien. Est-ce que ces déclarations politiques ou vraiment sincères qu'a fait la Ville à la suite des inspections dans tous les appartements de notre édifice? Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Nous avons eu droit à une équipe éphémère de nettoyage, c'est tout. L'administration envoie parfois des exterminateurs sans régler le problème à la source. Je vous ai aussi envoyé mes questions à votre courriel. Votre intervention est grandement appréciée et attendue. Donc, merci. Bonsoir, Samir Adraos. Merci beaucoup de m'avoir contacté. En effet, j'ai reçu votre courriel également. Puis, je vais vraiment vous assurer que notre administration, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour s'attaquer aux enjeux d'insalubrité. Je soulignais qu'on a sur notre conseil d'arrondissement d'Espina-Sourias, qui est la responsable de ce dossier au comité exécutif. Ça fait en sorte qu'on est en mesure de vraiment travailler étroitement avec elle pour adresser des enjeux d'insalubrité comme celui que vous soulevez. D'ailleurs, on est tous bien au courant des enjeux dans votre building. Depuis les inspections, nos services ont rencontré le propriétaire puis ont mis en place un plan de réalisation des travaux. Ces derniers ont d'ailleurs commencé depuis cette rencontre-là avec lui. Il y a un volet qui traite de la propreté, mais la priorité est mise sur des interventions qui sont un peu plus lourdes. Puis je comprends que vous ne voyez pas de changement immédiat, puis c'est désolant, parce que les travaux nécessaires prennent du temps à être réalisés dans leur entièreté, malheureusement. Je ne peux pas vous donner plus de détails, mais vous pouvez... Mais comment dire, on va rester en contact avec vous parce que nous, on va faire le suivi avec Mme Sourias pour nous assurer que dès qu'on est en mesure d'avancer dans un délai avec le propriétaire sur des travaux à effectuer, on va s'assurer qu'on nous avise de qu'est-ce qui a été fait, quelle est la prochaine étape, etc. Donc, on va vraiment suivre de façon systématique, je dirais, le dossier de votre building parce que vous et certains autres de vos voisins, finalement, nous ont écrit par rapport à l'insalubrité dans ce logement-là. Et je suis vraiment désolée que ça avance pas assez vite parce que vous vivez dans cette situation, mais on va vraiment redoubler d'ardeur, en fait, là, par rapport à ce dossier, à ce building. Merci beaucoup. Next question from Sylvia Rodriguez, Parks and NDG. Councillor Sorias, I have two topics to address for this month's council. First, why have NDG parks been so overgrown in the past months? Has the borough stopped cutting the grass and removing weeds beyond now May? Second, was there supposed to be a major investment in revitalizing Trenholm Park? The park is falling apart and is needing much more attention than it is currently receiving. Thank you for your responses to my question. Pour Madame Sourias. Thank you, Madame Rodriguez. Thank you for your question. So for the first question regarding, it was regarding the No Mo May. You were talking about how the grass and the vegetation in the parks are unkept. Well, they have been actually kept since June. Actually, in May, we did limit ourselves in terms of cutting the grass and maintaining it. But after that, we did put in place different measures to be able to maintain and upkeep the parks in terms of the vegetation. Some parts are left to grow for the reasons. The reason being is that we want to ensure that pollinators have a place to be in our park. So we do keep some spaces longer. Like I would say some grass is kept longer than others. So I'm not sure what exactly you're referring to that, but we did make sure that our services put in place different measures to upkeep the parks throughout the summer. And right now it's the fall. In terms of Trenholm Park, I answered a question earlier regarding the work that will be done in that park, specifically the chalet. The chalet is moving forward. So right now we're developing the plans. We're going to be going out for bids in the beginning of next year. And we should be doing the work in the course of 2025. So you're going to see a lot of improvements in Trenholm Park. And of course, if you have other comments and ideas on how to improve the park, you're always welcome to write to me. I don't believe I've ever received an email from you, but feel free to do so whenever you have any questions or if you have any suggestions on improvements in our parks and beyond. Thank you. Next question from Ada Singerman regarding compost pickup. Why do city workers responsible for compost pickup and garbage pickup fail to clean up any spillage and mess that they make? Our compost bins are placed as required, closed, not overflowing.
for Mayor Katawa. So thank you very much, Ada Singerman, for your question and bringing this to our attention. And I understand your frustration regarding the spillage and mess left behind after compost and garbage pickup. As mayor, of course, I expect that our city workers and subcontractors to handle, the waste collection in a way that maintains cleanliness in our street. I've been saying since the beginning of this council that we all need to do our part, citizens and borough included. So we're gonna, be in contact. We're gonna talk and see with our services how we could make sure that when that happens, our teams on the ground are able to make sure that the spaces stay clean. So thank you very much, and don't hesitate if you see any mess like that happening to contact 311, so we are made aware right away. But we could still also look with our services and subcontractors to make sure that they keep our streets clean after the collection. Thank you very much. No. Mais Monsieur Moreau, vous savez comment ça marche. OK, donc vous pouvez pas répondre. OK, il est 21h37. La période de questions écrites est terminée. Je demande une pause et puis on reprend à 21h47. Merci.
s'il vous plaît. Alors, nous reprenons cette séance du Conseil. Nous sommes au point 10.07, qui est la période des questions des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Oui, Monsieur Morose. Et merci beaucoup, Madame la mairesse. Je voulais clarifier la proposition que j'ai faite à la fin du période de questions écrites. C'est que Madame Singerman, ça fait des mois et des mois qu'elle fait des appels au 3-1. Elle a le numéro des fichiers. Je crois que son conjoint vous les a envoyés déjà. Et elle me demandait quoi d'autre, qu'est-ce qu'elle peut faire. Puis j'ai dit, elle devrait demander la question publiquement. Donc, c'est une résidente qui se plaint du compostage puis les matières organiques. C'est que ils ont des photos, tout est documenté sur 3.1, ils ont les numéros de référence. Et je crois que ce secteur-là, avec le parc complété, le parc Elie Wiesel qui a été inauguré le mois dernier, de faire les derniers ajustements. Et je peux vous le dire que j'ai passé après qu'ils nous ont envoyé des photos et c'est vraiment c'est pas respectable la façon que les matières organiques sont gérées au coin de c'est Trans Island puis Mackenzie. Donc, si je peux vous le demander de cette façon-là et que vous pouvez proposer des solutions à Madame et à Monsieur Singerman. Merci beaucoup. D'accord. On a bien entendu, donc on avait bien vu la question de la dame, donc on va faire le suivi de la propreté dans ce secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du Conseil? Non, donc on va au point 10.08. Est-ce qu'il y a des correspondances? Non. Donc, je vais juste... Donc, en 20.01, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'accorder un contrat à les entreprises Vantech Inc. au montant de 451 104,41 pour les travaux de réaménagement du parc Herbert Otter Bridge et autoriser une dépense totale à cette fin de 507 712,35 $. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. En 20.02, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'accorder un contrat à l'Enco Aménagement Inc. d'une somme de 1 575 416,19 $ pour la réfection du terrain de soccer au parc Martin Luther King et autoriser une dépense totale à cette fin de 1 811 728,62 $. Des commentaires des conseillers et conseillers? Oui, M. Morose. Oui, donc encore, merci pour la parole. On a eu beaucoup de débats dans l'arrondissement à propos des terrains synthétiques, notamment le matériel utilisé, que ce soit d'une nouvelle génération, quelque chose organique, quelque chose qui a moins de PFA.
which is a forever chemical that leaches into the groundwater and gives and potentially increases cancer rates in kids, like we've seen on soccer fields for goalies and in the outfield of Philadelphia Flyers, which is well documented. And the city of Boston recently canceled all new synthetic turf propositions. Donc, je comprends qu'on est en évolution ici au Québec sur l'enjeu. Je sais que l'INSPQ nous a donné un nouveau portail de comment on doit gérer cela. Ma question, c'est sur ce point sur l'ordre du jour, c'est est-ce qu'on a un plan de comment on va disposer? How are we going to get rid of the current plastic that is covering the soccer field? And how are we planning to get rid of the one we're investing in today, which will last 10 to 15 years potentially? Qu'est-ce qu'on fait avec ces matériaux-là après qu'on a fini d'eux? Merci beaucoup. Je passe la question au service. Si vous avez... Oui? Oui, bien, vous pouvez voir dans le dossier que dans la description, il est demandé que l'enlèvement, la disposition des matériaux de l'ancien terrain synthétique soit fait de façon éco-responsable. Donc, l'entrepreneur qui a le contrat va devoir disposer de l'ancien terrain, si on veut, de manière adéquate. Merci beaucoup. Si je peux me permettre d'ajouter en droit de réplique sur ce dossier-là, en effet, on a eu beaucoup de discussions sur le parc, sur le terrain synthétique multisport qui sera mis au parc Mackenzie King. On a eu des discussions qui nous ont menés à 6 mois comme d'échanges avec les citoyens, des séances d'information où les citoyens ont pu en fait déposer des mémoires par rapport à ce parc et puis à la question du terrain synthétique. On s'est aussi enquéri des recommandations de notre santé publique sur le dossier et je veux juste souligner que à l'issue de toute cette discussion pour le parc Mackenzie King, on a adopté une motion où on demandait des critères très, très spécifiques par rapport à la personne qui allait, à l'entreprise finalement, qui allait mettre en place ce terrain synthétique. Puis, je suis contente de constater là, que, en effet, ça a été suivi, ça a été mis dans l'appel d'offres. Et puis, le sous-contrat, le fournisseur va devoir respecter certains standards d'un point de vue environnemental le plus loin qu'on peut aller là, avec ce type de terrain pour tenter le plus possible de préserver l'environnement. On a aussi des mesures de mitigation qu'on a discutées et déterminées avec la fonction publique pour protéger les personnes qui vont utiliser le terrain contre les îlots de chaleur. Et je vais spécifier que pour ce terrain-là spécifiquement, donc au parc Martin Luther King, c'est un terrain qui a tellement été utilisé, il est comme au-delà de son, si je peux dire, de son temps de vie utile, je pense qu'on dit. Et je reçois des questions de la part de plein de jeunes qui utilisent ce terrain-là, qui nous demandent quand est-ce qu'on va le refaire. Donc, ça y est, on y est arrivé. Dans les prochains mois, ça sera fait. Et en plus du soccer, on pourra maintenant jouer au rugby sur ce terrain-là. Donc, on aura ce terrain-là et puis on aura aussi le terrain au parc Mackenzie King, pardon. Donc, ça améliore de façon vraiment importante, finalement, l'offre en termes d'infrastructures de qualité dans l'arrondissement. Donc, le point est adopté à l'unanimité. En 20.03, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant 9 450 $. Des commentaires des conseillers et conseillers, le point est adopté à l'unanimité. 20.04, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $ pour la construction d'une dalle pour le lavage des camions de la cour de voirie à Madison dans le cadre du contrat accordé à Construction Arcade, majorant ainsi le montant total du contrat de 650 115,81 $ à 692 115,81 $. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. En 20.05, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'autoriser une dépense additionnelle de 444 367,16 $ pour l'ajustement des honoraires de services professionnels en lien avec le projet de mise aux normes et de rénovation du centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre du contrat accordé à la firme Affleck de la Riva Architecte SENC, majorant ici le montant total de la dépense autorisée à 1 131 928 $ à 1 642 951 $. Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.06, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'accepter le remboursement de dépenses
d'un montant de 800 000 net de ristournes de taxes en provenance du programme Protection des bâtiments de compétences locales, volet maintien d'actifs, dans le cadre du contrat de travaux octroyé à la firme Procova Inc. pour le projet de rénovation du chalet du parc Mackenzie King. Donc, je propose d'accepter de retourner au surplus libre de l'arrondissement le montant équivalent au remboursement, lequel avait été financé par le surplus lors de l'octroi du contrat. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.07, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'approuver une modification à la convention de prêt de locaux du 3755 rue Botrel, intervenue avec l'Institut Frazen-Hickson, afin de corriger le délai de préavis écrit et le délai de libération des locaux en cas de résiliation de la convention et approuver le projet d'avenant à la convention à cette fin. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 30.01. Je propose, appuyé de Peter McQueen, d'accepter le don de 9 600 $ d'Arbre Évolution coopérative de solidarité pour la réalisation d'une microforêt au belvédère Terry Fox dans le cadre du programme de reboisement social Arbre Évolution pour l'automne 2024 et approuver l'entente pour la microforêt. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 30.02, je propose, appuyé de Despina Sourias, de déposer l'évolution des dépenses et des revenus projetés pour l'année 2024 en date du 31 août 2024 pour l'arrondissement et l'état comparatif des revenus et des dépenses réelles au 31 août 2024 par rapport au 31 août 2023. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.01, je propose, appuyé de Magda Popeanu, de prolonger la désignation comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la Côte des Neiges direction sud, située entre le chemin Queen Mary et la rue du Frère André, et autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et d'équipements d'embellissement entre le 1er novembre et le 15 novembre 2024 et d'édicter les ordonnances liées. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.02. Je propose, appuyé de Peter McQueen, d'autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement, identifié au tableau qui est joint au sommaire décisionnel et édicter les ordonnances qui s'y rapportent. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.03, je propose, appuyé de Peter McQueen, de prolonger la tenue du projet d'offre alimentaire café-terrasse jumelé à une programmation d'animation au pavillon du Parc Notre-Dame-de-Grâce pour la période allant du 14 octobre 2024 au 15 mars 2025 et d'édicter les ordonnances à cet effet. Des commentaires des conseillères et conseillers? Oui, Monsieur Morose. Oui, merci, Madame la mairesse. Je voulais savoir, la vente de l'alcool, souvent, ça peut être une façon que les personnes à l'aise puissent avoir du bon temps dans le parc. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a l'intention à fournir des activités plutôt gratuites à cet même endroit? Parce que souvent, ces sièges sont seulement pour ceux et celles qui achètent quelque chose au rendez-vous. Et peut-être à repenser l'idée, parce que, bien sûr, c'est apprécié par plusieurs membres de la communauté, mais je trouve aussi que de faire que le chalet et les chaises sont un peu payants, que les personnes doivent acheter quelque chose pour être capables de s'asseoir sur les chaises devant le stage. Peut-être passer quelque chose aux personnes dans le coin, et parce qu'on va bien supporter le prolongement de la tenue du projet. Et le deuxième point, c'est j'ai passé plusieurs jours dans le dernier mois à ce parc-là, et j'ai vu qu'il y a une habitude avec les enfants d'escalader, de monter l'arrière du cage de baseball. Puis ils grimpent, puis s'assoient en haut. Et il n'y a personne responsable apparemment à leur dire juste attention à vous. J'ai demandé plusieurs fois aux personnes dans le chalet qui m'ont dit que les responsabilités ne sont pas à eux. Donc, peut-être juste à passer le message ou à proposer quelque chose avec plus de personnes là à côté du parc
qu'on utilise tous les moyens possibles de bien encadrer les jeunes alentour de nos infrastructures sportives. Merci. Je vais juste signifier que la deuxième partie de la réponse est hors sujet, là, c'est-à-dire qu'ici, on vote les permis pour, on vote en fait les ordonnances pour permettre à l'organisme qui anime le chalet du parc et le devant puis le programme culturel de poursuivre donc les jeunes qui montent sur la clôture de baseball. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec le dossier qu'on est en train de voter ici. Toutefois, j'entends puis on pourra le gérer autrement, mais c'est pas lié au dossier. Donc, je vais demander à M. McQueen de répondre à la première partie de la question par rapport à l'achat en fait d'alcool ou de nourriture puis l'utilisation de la terrasse. Merci pour votre for your concern for the park in my district, and I do appreciate it's a very popular park, a very lively, animated park, because people from all districts of CDN-NDG are always welcome to come enjoy the shows and the restaurant there. Par contre, je dois dire que ton inquiétude concernant les sièges n'est pas fondée. Et les gens peuvent s'asseoir sur les sièges sans rien acheter. Les sièges sont aussi sur le côté du show, du spectacle. Et moi-même, je me suis assis dans des sièges sans acheter rien et j'ai vu que beaucoup d'autres personnes faisaient la même chose. Et des fois, les concerts sont un peu plus orientés vers le grand parc aussi, pas toujours juste vers le public plus petit dans les sièges. Alors, sérieusement, et je crois que dans notre appel d'offres, dans toutes nos explications concernant cet appel d'offres, cet appel de service, on a toujours expliqué que c'était pas un espace privatisé et qu'il fallait laisser l'espace aux gens pour qui avaient moins de moyens, moins d'argent pour qu'ils puissent quand même profiter des spectacles. Merci. Oui, M. Morose. Merci pour la réponse détaillée et de clarifier les intentions du projet. Et peut-être juste à l'indiquer aussi pour qu'il n'y ait pas puisse avoir une tension. Et aussi encore de noter qu'il manque peut-être des options moins chères. Le San Pellegrino puis les Mai Tai à 8 $, c'est pas aussi attirant qu'un Iced Tea à 50 sous, si on peut, bien sûr, mais si on a les moyens d'utiliser les fonds à des personnes avec plus d'argent pour fournir plus d'aventures dans nos parcs pour les personnes avec plus de besoins. Je pense que c'est l'intention qu'on veut voir là. Et juste encore de répondre à votre première réponse, Madame la mairesse, j'étais là plusieurs fois et il y avait toujours des personnes en haut. Et donc, si on peut peut-être mettre quelque chose... Je suis complètement pas d'accord que c'est hors sujet parce qu'avec plus d'attention dans le parc et plus de personnes qui utilisent le parc dans l'automne, à l'extérieur des saisons de baseball, ça veut dire qu'il y a plus de jeunes dans le parc dans un temps où est-ce qu'on n'est pas l'habitude d'avoir autant de jeunes. Et donc, une habitude comme ça, que j'ai vue à répétition, ça vaut la peine de peut-être investir dans un filet noir qui prévient l'escalade de l'arrière pour monter et s'asseoir. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu plusieurs fois et j'apprécie vos commentaires que c'est hors d'ordre, mais je crois que c'est à l'intérieur de l'idée de prolonger la tenue du projet jusqu'à travers l'hiver. Je crois que c'est à l'intérieur de ce sujet de me prononcer sur un enjeu sur la sécurité des jeunes. Merci beaucoup. Bon, donc en droit de réplique sur ce sujet, je veux confirmer que ici, on ne parle pas de financement, on parle encore une fois d'ordonnance. Donc, même la question du financement est hors sujet, mais je veux quand même spécifier que c'est pas du financement pour l'alcool ou la nourriture qu'on donne. On soutient l'organisme en question pour qu'il anime le chalet du parc et pour qu'il offre une programmation culturelle. Donc, c'est là que vont une partie des fonds. Après, pour la question du prix des boissons, ça, c'est vraiment une question qui est liée à l'organisme. Puis nous, ici, à l'arrondissement, on n'est pas en contrôle de cet élément-là. L'important pour nous, c'est que cet endroit-là ne soit pas c'est un parc, donc que le parc devienne
demeure finalement un endroit qui est public où les gens peuvent s'asseoir. Et très franchement, je pense que la plupart des gens qui sont allés profiter de ce site durant l'été ont bien vu que les gens s'installent un peu partout. J'ai vu des gens qui vont acheter, puis c'est ça aussi l'objectif, ils vont acheter de la nourriture sur la rue commerciale Sherbrooke, puis ils reviennent la consommer dans le parc. Les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Et c'est pas un espace privatif, je pense que c'est très, très clair. Et pour le reste, puisque c'est hors sujet, je vais clore mon intervention là-dessus. Donc, le point est adopté à l'unanimité. On est en 40.05. Je propose, appui de Magda Popianou, d'adopter avec changement le second projet. Madame Katawa, 40.04, le dépôt d'un avis de motion. Pardon. Donc, 40.04, je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement établissant une rémunération additionnelle pour le maire d'arrondissement et règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement occupant certaines fonctions aux fins de remplacer la formule d'indexation et de suspendre l'application de toute indexation pour l'exercice 2024 et déposer les projets de règlement. » Des commentaires des conseillères et conseillers? Je vais intervenir ici en droit de réplique juste pour que les gens puissent comprendre. En fait, on se rappellera avec la situation financière difficile de l'arrondissement, en fait, par rapport au budget 2024, notamment, la mairesse a signifié aux citoyens qu'il n'y aurait pas d'indexation dans le salaire des élus pour l'année 2024 et puis qu'on allait réfléchir à la façon d'indexer pour les années subséquentes. Donc, on a voté au conseil municipal, je crois que c'était au dernier conseil ou au conseil précédent, le fait que, justement, aucun élu serait indexé de leur salaire pour l'année 2024. Et ce qu'on a voté aussi, on a trouvé une formule qui, selon nous, est pérenne par rapport à l'indexation du salaire des élus, c'est-à-dire le salaire des élus va être toujours indexé selon la moyenne des indexations des différents corps de métiers dans la fonction publique, c'est-à-dire des cols bleus, finalement, aux gestionnaires. On va faire la moyenne de toute leur indexation et ça sera l'indexation des élus. Donc, essentiellement, c'est ce que ce sommaire décisionnel vient dire parce que ça a été voté au conseil municipal et chacun des arrondissements doivent aussi les adopter dans leur propre conseil. Donc, c'est ce qu'on vient faire ici. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 40.05, je propose, appuyé de Magda Popianou, d'adopter avec changement le second projet de règlement RCA 24 17400, modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement afin de corriger les limites des zones 0542, 0596 et 0628 et d'ajouter la catégorie d'usage espace naturel à la zone 0596 et de créer des nouvelles zones, à même les zones 0589 et 0268. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Oui, Monsieur Morose. Ouch. Merci, Madame la mairesse. Merci à Madame Popianou qui était là durant la consultation en... C'était juin? Mai? Juillet? Mai, merci. Où est-ce qu'elle a dit dans son introduction qu'elle a écouté les membres de la communauté philippine. I really appreciate that, but it wasn't just members of the Filipino community who came. There was also members of the environmental group who brought up the fact that the zoning as proposed in the first edition of this project was unsustainable and not necessarily the priority of the environmental group of extending the forested area, but in fact promoting the protection of the existing forested area, which I don't necessarily see those changes in the second project. I do note that the concerns brought up by the Filipino community were adjusted within between the first and second vote, this being the second vote. So for those who are interested in the details, you can go into the park and see that they've taken out the zoning that they proposed behind the Jose Rizal statue. Given that it's in Snowden, I feel responsible for really explaining this in detail, that not only was the zoning removed behind the statue, but it was promised that additional seating and a placette would be made. And just to clarify that, not only was there consideration and delay put into this file in order for them to make the adjustments, I also saw several times this summer, not just during the big events, but even during the smaller event days, that a member of the services of CDN-NDG Borough was there and was present and was taking notes about who was using the park and where. And that was the only thing missing in the first edition of this vote.
an actual consideration of the current usage of the park and what we would do once we also further limit the places where people can barbecue and have fun with their families when we add synthetic turf on the soccer field, which is also used as an area to gather and barbecue, which, let's be honest, you can't barbecue on synthetic grass. So there will be an extended area that people can't barbecue in, and then we were going to further restrict the area under which people can barbecue. And I think that would just lead to people barbecuing the wrong areas that we are trying to zone properly. So I find that this project, even though I have my concerns about how we're going to protect the most eastern part of the zoning, the one on the corner of Beaucourt and Côte St. Catherine, because it'll be a little bit of an island away from the growing forested area in Mackenzie King Park. So I'm hoping that with the additional efforts of the environmental group, paired with local schools that have already committed to help protect that space, if they had listened to the Filipino community in not taking away the placette behind the plaza for Dr. Jose P. Rizal that they fought for 20 years to get. So I'm really hoping that not only is this a win for the environmental group, it's a win for the people who use the park, and it's also a win for the Filipino community that cherishes that area that they've hard fought over in order to celebrate the founder of the Philippines, Dr. Jose P. Rizal, and all the importance that he brings both to the local community in Côte-Neige, Notre-Dame-de-Grâce, and in Montreal and in Quebec, but also across the entire diaspora and in the Philippines for the community. I want to say thank you to the services for having taken the time to modify the project between the first and second vote so that we can move forward with a project that makes sense for the other parks as well, which I agree with, and I agreed with from the beginning. The Précieux-Sang and Marie-Jeanne were good proposals. It was just the third park that needed to, the biggest one in my area that needed to be considered properly. Thank you so much for that change, and I look forward to voting for this positively. Thank you. Merci beaucoup. Donc, en droit de réplique, en effet, là, c'est un projet qu'on est content de voir passer aujourd'hui. Donc, plus concrètement pour les gens, c'est-à-dire c'est la protection de 3 boisés dans l'arrondissement, le parc Marie-Gérin-Lajoie, le parc du Précieux-Sang et le parc de Roy-Wasserman au parc Mackenzie King. Ces réflexions-là, même si mon collègue dit que les groupes environnementaux n'étaient pas d'accord, je ne comprends pas d'où ça vient, parce que parmi les premiers conseils d'arrondissement dans la première année, on nous a demandé de protéger notamment le parc de Roy-Wasserman, puis c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des démarches pour nous assurer de protéger ces 3 parcs. Donc, de dire que les groupes environnementaux ne sont pas d'accord, ceux qui sont actifs dans l'arrondissement, je ne comprends pas d'où vient ce message. Cela étant dit, en effet, la mobilisation des citoyens nous ont permis d'améliorer le projet de règlement pour mieux s'adapter à l'utilisation du parc. Toutefois, je veux aussi préciser que ce n'est pas la seule chose qu'on fait pour protéger notre soutenir, propulser, protéger notre biodiversité dans nos parcs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et au fond, je suis subjuguée, en fait, de me rendre compte que il semble que nos collègues ne prennent pas conscience de ce qu'on fait dans leur propre district, c'est-à-dire on est en train de planter des arbres au parc de Wasserman, on est en train de protéger les sentiers au parc de Wasserman, on est vraiment en train d'investir pour protéger la biodiversité de ce parc-là notamment, et de dire aujourd'hui qu'on comprend, c'est pas la seule chose à faire pour protéger le parc, le boisé, bien on le sait. On est en train de faire beaucoup de choses avant même l'adoption de ce sommaire pour soutenir la biodiversité dans le boisé de Roy-Wasserman. Donc, ça serait vraiment important que nos collègues prennent conscience de tout ce qui est fait pour leurs concitoyens et concitoyennes dans leur district, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans Snowdon et Darlington particulièrement. Donc, ce point est adopté à l'unanimité. 40.07. Je propose, appui de Magda Popianou, d'adopter tel que soumis un règlement abrogeant le règlement... Voyons, je m'excuse, là, je saute. Donc, je propose, appuyé de Peter McQueen en 40.06, d'adopter avec changement le second projet de résolution approuvant le projet particulier PP 145 visant à autoriser certains usages de la famille d'équipements collectifs et institutionnels, ainsi que les usages de salles de spectacle, d'exposition, de réception, de réunion, les cliniques médicales, les écoles d'enseignement spécialisées, les bureaux et l'usage restaurant-traiteur comme usage complémentaire pour l'immeuble situé au 5220 rue Sherbrooke-Ouest. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.07. Je suis à la bonne place. Donc, je propose, appui de Magda Popianou, d'adopter tel que soumis un règlement abrogeant le règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise à l'égard de l'arrondissement. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité.
40.08. Je propose, appui de Peter McQueen, d'accorder une dérogation à l'article 22 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement afin de permettre l'agrandissement, tel que réalisé, de l'apprenti mécanique pour le bâtiment multifamilial jumelé situé au 6275 rue Sherbrooke-Ouest. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. En 51.01, je propose, appui de Magda Popeanu, de nommer Mme Despina-Sourias à titre de mairesse suppléante du conseil d'arrondissement pour les mois de novembre 2024 et ce jusqu'à la fin de son présent mandat. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. En 60.01, je dépose les rapports faisant état des décisions prises par tout le personnel dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués ainsi que les rapports de toutes les dépenses du mois d'août 2024. Et en 70.01, je propose, appuyé de Despina-Sourias, de désigner le centre communautaire West Haven, situé au 7405 avenue Harley, pour la tenue de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 novembre 2024. Des commentaires des conseillers et conseillers, M. Morose. C'est pas clair parce que la dernière fois qu'on a bougé le conseil, il y avait des personnes qui se présentaient ici puis il n'y avait pas l'information que le conseil est quelque part d'autre. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose dehors nos portes pour la semaine avant pour être certain que les personnes les plus engagées ne s'orientent pas au 51-60 pour le prochain conseil? Le message est passé au service. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde, puis on se retrouve en novembre prochain.